Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Marie-Madeleine, femme de Jésus, Léonard de Vinci, grand maître du prieuré de Sion, les secrets des Templiers, le trésor de Rennes-le-Château, le Da Vinci Code. Alexandre Adler a exploré toutes ces pistes. Alexandre Adler, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier un livre aux éditions Grasset qui a pour titre Société secrète. Et dans cet ouvrage, vous ouvrez à nouveau le dossier de Rennes-le-Château et du secret de la Bessonnière. Un dossier avec de nombreuses ramifications qui vous ont entraîné sur la piste de Jeanne d'Arc, vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure, des Templiers, de Nicolas Flamel, entre autres, le célèbre alchimiste du Moyen-Âge, des Rose-Croix, du Christ de Marie-Madeleine et de bien d'autres personnages à travers l'histoire sur fond de Da Vinci Code. Et nous allons ensemble découvrir vos conclusions et vos hypothèses tout au long donc de cette heure à venir. Cela étant, pour une prochaine émission, vous qui nous écoutez, j'ai besoin de vos témoignages. Si vous avez vécu un phénomène paranormal, vous pouvez m'écrire en passant par le site de Sud Radio, sudradio.fr, sur les pages des Aventuriers de l'étrange. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Alexandre Adler, pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce petit village de l'Aude, dans cette région du Razès, Rennes-le-Château, et à son curé Béranger Saunière? C'est très simple et ça fait bien longtemps de cela. C'était, je crois, en 1981. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un camarade d'agrégation avec qui nous avions préparé le concours et qui, entre-temps, était devenu réalisateur de films. Et il voulait faire un film sur les cathares et la lumière. Son projet, d'ailleurs, était un peu confus. Et il m'a dit, tu veux pas m'aider un petit peu à ramasser une documentation? Je suis donc allé dans une grande librairie où j'ai trouvé un livre de Jean Robin qui s'appelait Rennes-le-Château, la colline envoûtée. Comme tout ça était assez proche de Montségur, j'ai cru que c'était un livre sur les cathares. Eh bien non, ça ne l'était pas. Et quand j'ai commencé à lire le livre de Jean Robin, qui était d'ailleurs particulièrement bien écrit, je n'ai pas pu le quitter de la nuit. Et la passion a commencé à partir de là. Et puis, ensuite, comme tout le monde, j'ai lu les grands best-sellers, les livres de Gérard de Sède, ceux de Lee, Bagent et Lincoln en Angleterre, l'énigme sacrée. Et puis, à partir de là, je suis devenu comme quelques centaines, quelques milliers de personnes en France, en Angleterre et ailleurs, un aficionado qui collectionnait les nombreux ouvrages sortis, les comparait les uns et les autres. Et tout cela était en fait un hobby et pas du tout une activité intellectuelle régulière. Lorsque Da Vinci Code est sorti, alors là j'ai eu un choc de voir que donc Dan Brown avait fait le best-seller du siècle avec un niveau d'information qui était peut-être un peu inférieur au mien. Et alors ensuite, le directeur de France Culture avec qui on parlait de tout ça me disait mais c'est un vrai phénomène de société, il faudrait qu'on puisse d'une manière ou d'une autre le traiter. Je lui ai dit donne-moi carte blanche et je te le traite. J'ai donc fait une série d'émissions pour l'été et puis mon éditeur Grasset jugé qu'on pouvait en faire un livre et voilà l'histoire. Ouais. Alors, Alexandre Adler, vous avez repris une à une toutes les ramifications de cette affaire pour les explorer, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Mais on va commencer par le personnage du départ, cet abbé Béranger Saunière. Et selon beaucoup d'historiens, d'ailleurs vous en parlez très largement dans votre livre, le secret de l'abbé Saunière n'en est plus un, car le trafic de messes auquel il se livrait explique, selon eux encore, sa richesse. Mais vous remettez cette théorie en cause en disant attention, il n'y a pas de fumée sans feu. Certes, c'est peut-être en grande partie vrai, mais pas complètement. Oui, c'est-à-dire qu'il est possible que le trafic de messes ait servi de fiction, puisque c'était une pratique assez courante à cette époque, pour transmettre directement de l'argent à l'abbé Saunière. L'abbé Saunière n'était pas peut-être d'une honnêteté scrupuleuse, mais ce n'était pas non plus une canaille cynique. Et j'ajouterais qu'à cela que le trafic de messes, même si les comptabilités qu'il tenait assez précisément, peut-être pour parer à toute enquête administrative ultérieure, ne nous
satisfont. Là où ça ne nous satisfait pas, c'est qu'on constate d'abord que l'alimentation financière de Béranger Saunière n'était pas régulière. Il n'a pas un trésor avec lui. Il reçoit de l'argent pratiquement de 6 mois en 6 mois. Deuxièmement, il ne reçoit pas les mêmes sommes. Et il y a un moment où tout s'interrompt. C'est le moment où on change de pape à Rome, on change d'évêque à Carcassonne, et les ennuis arrivent. Et puis, nouveau changement de pape, l'élection de Benoît XV à la tiare, pratiquement avec le déclenchement de la guerre de 14. Et voilà que Saunière est de nouveau en fond, établit des devis somptueux, et semble pas qu'il ait perdu la tête à cette époque. Ce qui va arrêter, évidemment, cette reprise, c'est l'embolie qui le frappe début janvier 1917. Mais donc, nous voyons des ressources considérables. Moi, je ne suis pas convaincu par la théorie du trafic de messe, parce que je pense que les devis ont été abaissés par rapport à ce qu'ils étaient vraiment. Des protections, de l'argent qui court ici et là, et puis toujours les mêmes personnages, c'est-à-dire la comtesse de Chambord, la veuve du comte de Chambord, qui est une Habsbourg, et son cousin, Jean Hort de Habsbourg, dont la visite à Rennes-le-Château est avérée. C'était le confident de Rodolphe, l'archiduc mort à Mayerling, un personnage romanesque à souhait, et qui parfaitement est en mesure, avec d'autres d'ailleurs, d'alimenter Béranger Saunière. De toute façon, si vous voulez, j'écris dans le livre que les hypothèses hyper critiques, celle de René Descadellas, l'archiviste départemental de l'Aude, qui a le premier mis la main sur les carnets de comptes de Saunière et de quelques autres, sont décapants, si vous voulez, comme l'athéisme est décapant par rapport à la bondieuserie. Mais qu'une fois qu'on a fait le tour de ce qu'ils disent, et un certain nombre de choses sont justifiées, il reste un noyau très important de certitude qu'il s'est bien passé quelque chose, que Saunière a sans doute été un habile homme capable de l'orchestrer à son profit, de faire peut-être, j'emploie cette expression, danser au son de sa flûte plusieurs sociétés secrètes qui étaient passionnées par l'affaire, mais ce n'est pas lui qui a tout inventé, ce n'est pas le facteur cheval de l'ésotérisme. Et vous ne faites pas l'économie des hypothèses qui vont à l'encontre de ce que vous proposez. Au contraire, vous les prenez en compte et vous vous frayez un chemin, on dirait presque le chemin du milieu, quasiment, en prenant en compte toutes les hypothèses et en développant la vôtre, notamment celle qui dit que après le changement de pape, bon, le premier pape, il y en a eu 3, Béranger Saunière, le premier on a connu 3. Que nous connaissons parce qu'il a été l'homme de la réconciliation avec la République française, qui a été un pape très réformateur. Il a quasiment créé la démocratie chrétienne et dont manifestement l'évêque, le protecteur de Saunière, Monseigneur Billard à Carcassonne, est un fervent partisan. Entre les deux, il nous manque un petit élément, c'est le cardinal de Bonnechose, un grand prélat de l'Église de France, qui a été avant évêque de Carcassonne, sous la monarchie de Juillet, conseiller de Napoléon III et intime de Léon XIII. Et Billard n'était que son secrétaire pendant fort longtemps. Donc on peut penser que la ligne qui va de Léon XIII à Bonnechose, de Bonnechose à Billard est très directe. Et après arrive le pape Pie X, dont on sait qu'aujourd'hui les intégristes se réclament volontiers, et c'est la reprise en main. Et c'est là que les ennuis pleuvent sur la tête du pauvre Béranger. Et puis Benoît XV, homme lige des Habsbourg, et prélat italien, mais en sympathie avec les empires centraux, surtout avec l'Autriche, voilà. C'est le rétablissement du contact. Voilà. Et alors, qu'est-ce que Béranger Saunière, donc, aurait découvert comme document lors de ses fouilles? Alors, selon les témoignages des villageois, et une légende qui ensuite a été amplifiée, il aurait trouvé dans un balustre, c'est-à-dire dans un pilier creux de son église, des manuscrits qu'il serait allé faire expertiser à Paris et qui aujourd'hui seraient entre des mains anglaises. Ces manuscrits, nous en avons quelques idées par justement ces associations un peu surprenantes, un peu mensongères, mais il semble bien qu'il y ait une charte blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, qui concerne la seigneurie de Rennes, le château, et puis certainement aussi d'autres choses plus complexes dont nous n'avons pas idée, mais qui probablement établissaient l'existence d'un mystère ou d'un lieu particulier dans cette région,
dès la fin du Moyen Âge. À Mhm. mon avis, ces papiers valaient beaucoup d'argent, et surtout, ce qui était indispensable à partir d'eux, c'était de poursuivre les recherches à la recherche d'un trésor spirituel, matériel. Là, la question est tout à fait ouverte. Il est certain aussi que Béranger Saunière a trouvé des restes wisigothiques, ça dans le témoignage, Mhm. quelques petits trésors de pièces de monnaie qu'il a certainement vendus et qui lui ont arrangé un petit peu son ordinaire, mais il est évident qu'il n'a pas mis la main sur le vrai, le grand trésor. Et ce qu'il a pu en dire en occitan à ses paroissiens, en disant « je me garde le trésor », c'est une façon de chasser les curieux. Mais bien sûr, il n'aurait pas été dans des situations financières aussi serrées à certains moments s'il avait vraiment pu disposer d'un trésor ou le monnayer. Mais par contre, que les papiers dont il avait été l'inventeur lui aient valu des subventions et des liens permanents avec des Ouais. sociétés secrètes, ça ne me semble faire aucun doute. Mhm. Alors, pour continuer à dérouler le tapis de l'histoire, Béranger Saunière meurt. Ensuite, cette affaire tombe dans l'oubli pendant plusieurs dizaines d'années et vous vous arrêtez très longuement sur un personnage qui est un personnage central, évidemment, dans cette affaire, ce dossier de Rennes-le-Château. Il s'agit de Pierre Plantard, mythomane d'extrême droite, falsificateur, ça on le sait, à qui l'on doit la création du prieuré de Sion et sa kyrielle de grand maître. Mais encore une fois, selon vous, Pierre Plantard, vous admettez tout ça, évidemment, ça c'est du fait établi, mais Pierre Plantard n'a pas totalement menti. Il a pioché tout ce qu'il a révélé à Gérard de Sède, entre autres, dans des sociétés secrètes, et ce qu'il a distillé n'était pas complètement faux. Mais parfaitement. C'est-à-dire que l'homme est quand même complexe. Ce n'est pas un escroc. Je veux dire par là que c'est un homme il a peut-être commis des escroqueries, je crois, dans sa vie, des petites, mais il n'a pas monté toute cette affaire pour s'enrichir. Elle ne lui a rapporté pas un seul centime. Il a beaucoup plus tenté à partir de là de s'arroger un rôle, parce que c'était un homme qui ne supportait pas sa condition modeste et qui voulait être parmi les premiers. Et puis il fourvoyait dans la mythomanie, dans la névrose. Il a été le premier en effet, mais d'une manière assez singulière. Mais il est évident qu'il n'a pas inventé tout cela de lui-même, car de nombreux indices nous renvoient alors à toute une littérature qui est parfois antérieure à Béranger Saunière. Il semble que de nombreux cercles ésotériques du XIXe siècle aient été au courant d'un secret dans le Sud-Ouest, se le soit passé de bouche à oreille. On peut tracer les choses à partir de Charles Nodier, autre mythomane mais combien plus talentueux, qui dirigeait la bibliothèque de l'Arsenal, était l'ami intime de Victor Hugo. Et puis on voit chez Jules Verne, avant l'invention par Béranger Saunière de ses papiers, et surtout chez Maurice Leblanc, qui lui a continué à écrire pendant toute l'entre-les-deux-guerres des allusions extrêmement précises à Rennes-le-Château à travers des personnages. Alors il y a un des meilleurs chercheurs sur l'affaire de Rennes-le-Château qui s'appelle Patrick Ferté, qui est l'auteur d'un ouvrage sur Maurice Leblanc un peu complexe, pas du tout confus mais complexe, et qui établit les choses d'une manière extraordinaire. On peut même penser que le roman de Maurice Barrès sur deux frères ecclésiastiques, les frères Bayard, qui sont un peu le double de Béranger Saunière et de son frère Alfred, qui sur le Mont Sion, celui-là au-dessus de Nancy, relance un culte qui va bouleverser la France. Donc la colline inspirée n'est pas loin de Rennes-le-Château et d'en être une métaphorisation. On sait que Maurice Barrès est cité parmi les adeptes du prieuré de Sion. Alors, voilà, le prieuré de Sion, c'est une invention de Pierre Plantard. La liste des grands maîtres est absolument une espèce de ravalement à la Viollet-le-Duc. C'est-à-dire qu'on voit bien des personnages qui sont liés à cette affaire. Ouais. Mais entre les deux, il a fait des liaisons. Il a inventé des points de passage qui ne sont nullement prouvés. Mais bien sûr, Pierre Plantard a connu par les sociétés secrètes de l'avant-guerre, et il en a fréquenté beaucoup de choses sur ce secret, des choses qui sont parfois codées dans les romans de Maurice Leblanc. Il a été fasciné comme nous l'étions, et évidemment, il a mis ensuite à profit sa fascination pour monter des hoax, comme on dit en anglais, des mystifications, dont l'intérêt est quand même de nous avoir appris beaucoup de choses sur le sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai une espèce d'indulgence pour le personnage qu'on a beaucoup noirci
il n'est pas sympathique, hein. Ah, Mais il loin est de quand là, même quoi, une ouais. source importante à condition de décanter ce qu'il raconte sur cette affaire. Et en particulier la liste des grands maîtres nous montre la généalogie d'un secret. Ouais. Mais qu'est-ce que derrière le rideau de fumée qu'a créé Pierre Plantard, qu'est-ce qui peut être retenu, sur quelle pierre on peut poser son pied sans crainte de dévisser? Bon, alors, d'abord, qu'il s'est à Rennes-le-Château, depuis maintenant plusieurs siècles, il se passe des choses étranges, puisque le dernier curé d'Ancien Régime de Rennes-le-Château, l'abbé Bigou, a lui-même déjà installé une pierre tombale de quelqu'un qui n'a pas été enterré véritablement dans le cimetière de Rennes, en laissant un codage avec des falsifications, et donc en transmettant un secret. L'abbé Bigou est mort en émigration en Espagne au début de la Révolution française, mais une partie de ce secret s'est ensuite répandue et a atteint ainsi de proche en proche Béranger Saunière. Mais avant cela, nous avons l'évêque d'Alais, cette petite ville qui est en contrebas de Rennes-le-Château, Nicolas Pavillon, qui est un grand personnage du XVIIe siècle français, qui a cherché à se trouver dans cette région, une région qui a été effectivement visitée par le peintre Nicolas Poussin. Ouais. Il l'a reproduite dans les bergers d'Arcadie. Tout ça, c'est quand même des choses que Plantard nous a dites et qui sont exactes. Et là, nous avons effectivement l'activité d'une société secrète qui, semble-t-il, s'est beaucoup affairée autour du site de Rennes-le-Château, et cela au XVIIe siècle. Après, ou plutôt avant, c'est plus complexe. Je pense qu'il y a des indices, il y a des éléments, mais ces éléments ont été reconstruits abstraitement et artificiellement par Plantard, de manière à relier son mythe mérovingien, puisqu'il dit que, en fait, la dynastie mérovingienne se serait prolongée là-bas, ce qui n'a aucun intérêt, à un certain nombre de légendes médiévales, de personnages de l'occultisme, comme l'alchimiste Nicolas Flamel, et ainsi de proche en proche, nous arriverions. Mais le point fixe, comme vous dites, le point stable, il est au XVIIe siècle. Très bien, on a bien compris sur quelle pierre on peut poser son pied et sentir que c'est solide en dessous. Donc, d'après Pierre Plantard, et puis ce qui entoure, on va dire, le gros de la légende de Rennes-le-Château, vous l'avez dit, il y a cette généalogie mérovingienne, des rois mérovingiens, qui est rattachée à Jésus-Christ. Autrement dit, les rois mérovingiens sont les descendants de Jésus-Christ. Alors ça, c'est pas Pierre Plantard qui le dit, mais les Anglais. Voilà, c'est évidemment, dans un pays protestant un peu plus audacieux en matière théologique, ouais. n'ont pas tardé à lever ce lièvre, car évidemment, c'est la faiblesse de la thèse de Pierre Plantard. Il se peut que les mérovingiens aient survécu, alors que on a écrit traditionnellement que leur dernier descendant est mort sans enfant, et alors que des familles nobles aient pu, dans un certain nombre de régions de la France, de l'ancienne France, se réclamer, ou en Catalogne aussi, de cette origine mérovingienne, c'est possible, mais évidemment la première réaction c'est « so what ?» Et alors, en quoi cette filiation mérovingienne permettait à ces familles de contester l'ordre existant des familles royales de l'Europe? Ça, c'est de la foutaise, évidemment. Ouais. Mais je pense, pour ma part, que le thème mérovingien a été introduit au XVIIe siècle, une période où on riait beaucoup sous Cap. Vous savez, dans les fourberies de Scapin, Molière, quand il... Mais qu'allait-il donc faire dans cette galère? Voilà, dans cette galère, c'est en fait le récit mythique que fait Vincent de Paul de son séjour en Tunisie et de son évasion. Il aurait été enlevé par des pirates sarrasins. Ouais. Personne n'y croit. Et de la même manière, les mérovingiens, c'est une manière de dire que le roi actuel, Louis XIV, n'est pas d'une filiation parfaite et qu'en réalité, avant lui, il y avait des dynasties plus légitimes, peut-être des descendants des Valois, peut-être tout simplement des descendants des Guises, liés aux Habsbourg. Enfin, d'une manière ou d'une autre, c'est une façon de se moquer, de se payer la tête du roi, dont on sait bien que le père n'était pas très porté sur les dames. Non, pas du tout, le moins que l'on puisse dire. Mais pour les Anglais et pour l'énigme sacrée, il fallait une dimension beaucoup plus internationale, et donc d'où cette descendance du Christ qui a donné les Mérovingiens, et alors là, ça devient quelque chose de beaucoup plus solide et d'extraordinaire. Et on comprendrait évidemment la passion qu'aurait déclenché toute l'affaire de Rennes-le-Château, surtout si l'on imagine
que Marie-Madeleine, l'épouse du Christ, qui est arrivée effectivement en Gaule, ça c'est un témoignage historique qui semble assez sérieux, serait venue par exemple enceinte avec un ou plusieurs enfants de son mari Jésus, et aurait été enterrée, par exemple la reine Le Château, avec les descendants de Jésus pendant tout un temps. C'est ce que un archéologue disciple de Begen qui s'appelle Schellenberger a essayé de prouver. Pour lui, c'est même Jésus qui serait enterré là-bas. Ce serait donc la tombe de Dieu. Bon, ce sont des foutaises, évidemment. Ouais. Ce sont des foutaises. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tout cela avait commencé à une époque aussi lointaine, il faut rappeler que l'Empire romain a été pendant 3 siècles un empire païen qui luttait activement contre le christianisme naissant. Nous avons des polémiques, par exemple celle de Cels contre les chrétiens, qui les accusent de banditisme et de toutes sortes d'autres choses. Nous avons les polémiques juives aussi, dont les restes sont dans le Talmud. Elles ne sont pas toujours très gentilles à l'égard de Jésus. Un certain nombre de rabbins l'avaient surnommé Ben Pandera, parce qu'il prétendait qu'il était le descendant d'un centurion romain, et non de Pandera. Alors, quand on peut écrire ça, et qu'on a les moyens de dire que non, pas du tout, Jésus a survécu à la crucifixion, ou que sa famille existe, que donc il n'était pas le Dieu qu'on nous présente, pourquoi se gêner? C'est la raison pour laquelle je suis éminemment sceptique sur cette question, et je constate qu'elle apparaît en pleine lumière seulement dans les années 50, parce qu'en 1948, on découvre dans le désert égyptien des manuscrits d'évangiles dits gnostiques. Oui, d'ailleurs, la Pléiade vient de les publier, l'évangile de Philippe, le deuxième évangile de Marie, etc., qui sont des textes saisissants d'une secte gnostique dissidente de la chrétienté, dissidente égyptienne, mais qui présente des versions alternatives de certain nombre d'épisodes des évangiles, et d'abord et avant tout les relations avec Marie-Madeleine. C'est de là que commence la grande réhabilitation de Marie-Madeleine, souterraine mais évidente, comme c'est avec les manuscrits de la Mère Morte, qui sont trouvés au même moment, 1948, qu'on relie les origines chrétiennes, on les rattache à l'essénisme, notamment à travers Jean-Baptiste et tout ça. Mais, comme par hasard, tout ça vient donc au XXe siècle. Oui. Moi, je suis persuadé qu'il n'y a aucun rapport entre la vie de Jésus et l'affaire de Rennes-le-Château. Même si, bien sûr, Marie-Madeleine est liée à la France, et que, après tout, je n'exclus pas que Marie-Madeleine ait été l'épouse de Jésus. Ne serait-ce que parce que Jésus avait le titre de rabbin, qu'un rabbin devait être marié. Peut-être ces règles sont-elles un peu postérieures à Jésus, mais enfin, c'était tout de même très profondément la tendance en Israël, que Marie-Madeleine est d'une proximité avec Jésus qui n'est pas quand même compatible avec les relations homme-femme de l'époque, si elle n'en est pas la parente ou la femme. Si l'on en croit les quelques phrases que vous citez d'ailleurs, extraites de l'évangile de Philippe. Mais pas seulement. Dans l'évangile de Jean, Marie est la première à voir Jésus lors de sa résurrection, et elle l'appelle Rabouni, mon petit rabbin, pas monsieur le rabbin. C'est une intimité qu'aucun disciple n'a. Et alors dans l'évangile de Philippe, effectivement, on voit Pierre notamment s'en prendre à Jésus en disant « Pourquoi a-t-elle ce rôle privilégié? Pourquoi l'embrasses-tu différemment de nous ?» Et Jésus répond de façon désarmante « Parce que je l'aime ». Et alors, ça, ce sont des choses de l'histoire ancienne qui petit à petit viennent à jour, mais qui n'ont pas, à mon sens, d'influence très directe sur l'affaire de Rennes-le-Château, qui, pour ma part, me semble postérieure. En revanche, c'est sûr, cette affaire a fasciné le XVIIe siècle religieux. Je ne vois pas Nicolas Pavillon, qui est l'inspirateur de Blaise Pascal dans les pensées, défendre en fait sous cape l'idée d'un Jésus qui aurait été marié, échappant à la crucifixion. Ni Pascal, ni Pavillon, ni tout ce XVIIe siècle religieux, même s'il est dissident de l'Église catholique, ne pouvait pas penser des choses pareilles. Et en remontant encore plus loin dans l'histoire, vous y consacrez un chapitre entier, la thèse selon laquelle les Templiers auraient été détenteurs d'un lourd secret dangereux pour l'Église, vous l'écartez avec également ce raisonnement. Oui, bien sûr. Ça, c'est l'idée de Robert Amblin, qui a écrit des ouvrages séduisants et très distrayants sur le sujet, et qui consiste, en gros,
quand même à faire la part belle aux inquisiteurs. Selon lui, oui, les Templiers se seraient bien livrés à des cérémonies abominables, comme de cracher sur un crucifix. Malheureusement, ces aveux ont été extorqués sous la torture. Oui. Malheureusement aussi, on n'a pas besoin d'aller si loin pour comprendre pourquoi Philippe le Bel et le pape ont voulu détruire la puissance immense, notamment financière, que les Templiers s'étaient arrogée. Et enfin, il me semble quand même que la façon extrêmement digne dont Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay sont morts sur le bûcher, l'évidente piété chrétienne de ces Templiers doit quand même nous rendre très sceptiques sur les aveux qu'ils ont pu faire. En revanche, les Templiers, ça me paraît évident, ont évolué. Mais exactement comme nous le voyons des Dominicains et des Jésuites. Quand Dominique de Guzman crée l'ordre dominicain et que ceux-ci combattent le catharisme avec cette ardeur, eh bien, on a peine à imaginer que les Dominicains, au XVIe siècle, vont être le vecteur de l'humanisme venu d'Europe du Nord, en Espagne, et donner abri à un grand nombre de maranes. Quant aux Jésuites, nés comme milice pontificale pour remettre de l'ordre dans l'Église au XVIe siècle, on voit qu'aujourd'hui, ils sont les principaux contestataires de l'autorité du pape. Eh bien, pour les Templiers, il en va de même. Les Templiers naissent avec la bénédiction de Bernard de Clairvaux, la plus grande orthodoxie possible pour mener la croisade, et puis chemin faisant, en Terre Sainte, ils rencontrent les Sarrasins, les Arabes, ils rencontrent la mystique arabe, ils discutent avec des sages soufis, et ils en reviennent avec des idées un peu synthétiques qui, elles, rencontrent un grand courant du Moyen-Âge, qui est le johannisme, c'est-à-dire la volonté de mettre l'évangile de Jean à part de tous les autres, et d'y trouver, notamment dans son prologue, une philosophie beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense, et qui annonce aussi une rénovation du christianisme. Un des hommes clés de cette période, c'est Joachim de Fiore, un moine calabrais. Raymond Lulle, le grand alchimiste et penseur kabbaliste catalan, qui était très très proche des Templiers, est aussi dans cette direction. Et il est évident que les Templiers, en tout cas leur élite, était malpensante et abritait des malpensants. Mais cette malpensance est sans rapport avec Marie-Madeleine. Leur dévotion était à l'apôtre Jean. Et donc, de ce fait, les Templiers n'ont pas pu être des anti-chrétiens pendant tout ce temps. C'est absolument impensable. Mais comment imaginer que des hommes comme les Templiers se soient fait massacrer à Saint-Jean-d'Acre jusqu'au dernier face aux Arabes pour maintenir un point d'appui en Terre Sainte, et étaient par ailleurs profondément persuadés que l'Évangile n'était que des fariboles. Bien sûr que non. Les Templiers étaient de bons chrétiens, mais c'était des hommes qui commençaient à évoluer comme les romans d'inspiration templière, comme le roman du Graal le montre, vers un certain ésotérisme chrétien, et puis par ailleurs, ils n'acceptaient pas l'autorité des princes temporels. Alors tout cela rassemblé a permis de monter peu à peu un procès, et la preuve que les Templiers ne sont pas cela, c'est que là où ils ont été préservés, comme par exemple au Portugal, où ils sont devenus les chevaliers du Christ, tout à fait. De sorte que Vasco de Gama est parti sur l'océan avec une croix templière sur sa voile. Eh bien, on ne les voit pas créer la moindre dissidence religieuse. Ceux qui ont été recueillis par les hospitaliers non plus. Donc le mythe des Templiers, mauvais esprits et précurseurs de la liberté de conscience, il commence à apparaître tout simplement au XVIIe siècle, et il est propagé par une société qui ne commence qu'à la fin du XVIe siècle, et que l'on appelle la Rose-Croix. Et je pense que les jansénistes, un homme comme Nicolas Pavillon notamment, étaient les chefs de la Rose-Croix française. Alexandre Adler, dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, on va s'intéresser avec vous à un grand personnage que Pierre Plantard a situé comme étant avoir été un des grands maîtres du prieuré de Sion. Il s'agit de Léonard de Vinci, grand maître donc du prieuré de Sion, où vous vous êtes même posé la question, pourquoi pas d'un ordre secret. Qu'en est-il selon vous ? D'abord, quand même, reportons-nous à cette époque. Certes, l'Italie connaît une formidable effervescence intellectuelle et une grande liberté religieuse. C'est l'époque où Savonarole prêche à Florence, où l'humanisme se répand avec des conceptions complètement révolutionnaires. Mais en même temps, l'Église veille et de temps en temps, elle frappe. Donc, c'est la raison pour laquelle, à travers d'ailleurs
des corporations qui existaient auparavant, comme les apothicaires. Dante avait été à Florence rattaché aux apothicaires. Il y avait pas mal d'alchimistes parmi eux. Ouais. Et un certain nombre des disciples de Dante, qu'on appelle les fedeli d'amore, les fidèles d'amour, sont des poètes italiens qui sont en sympathie avec le catharisme. Peut-être Dante lui-même, quoi qu'il écrive contre les patarins, comme il dit, avait plus de sympathie qu'il n'en a avoué. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que face à la contrainte de l'Église, et dans une libéralisation formidable de la vie de ces cités, naissent un peu partout ce qu'on appelle des académies, sur le modèle gréco-latin, des académies qui rassemblent des peintres, des écrivains, des nobles en quête de vérité, et qui toutes sont, je dirais, des oasis de la malpensance. Alors les gens qui y sont ne pensent pas d'ailleurs tous pareil, mais en tout cas ils échangent des idées qui sont interdites par l'Église, et les académies y développent ensuite à la fois des connaissances scientifiques, des connaissances érudites, des connaissances artistiques, mais aussi des connaissances ésotériques. C'est la raison pour laquelle nombreux sont les grands peintres de la Renaissance. Deux sont mentionnés comme grands maîtres du prieuré de Sion, Léonard de Vinci et Botticelli, mais il est évident que beaucoup d'entre eux sont passionnés d'ésotérisme et de philosophie occulte. Léonard de Vinci, le premier, il suffit de voir ses carnets pour comprendre le côté visionnaire et prophétique de l'homme. Alors, est-il pour autant un tenant des idées de Rennes-le-Château? Ça, c'est une question qui mérite examen. Ce que je vois chez Léonard de Vinci notamment, c'est beaucoup plus cette dévotion johannique que l'on avait déjà vu chez les Templiers, mais pas nécessairement d'ailleurs d'origine templière, et une volonté de rebâtir un christianisme humaniste de la Renaissance qui transforme évidemment l'image de Jésus. Mais dans la célèbre scène peinte par Léonard de Vinci, dont Dan Brown nous dit que le personnage, qu'un des personnages qu'on n'a pas identifié est tout simplement Marie-Madeleine déguisée en garçon, moi, j'ai vu beaucoup d'autres choses qui ne sont pas du tout, qui sont beaucoup moins contestables que cette vision de Dan Brown. Quand on se penche sur le tableau, c'est tout sauf évident de toute façon. Bien entendu. Mais alors par contre, ce qu'on voit, c'est qu'au centre, il y a, dans une scène qui est décrite dans l'évangile de Jean, le jeune Jean, le disciple aimé, qui pose sa tête sur l'épaule de Jésus et qui est présenté comme le centre du tableau. Ouais. Il y a aussi un personnage qui est l'apôtre Thomas et qui est le jumeau de Jésus, puisque Tauma en araméen veut dire le jumeau. Et donc, depuis longtemps courait l'idée que Jésus avait un frère jumeau, en l'occurrence Thomas. Ça, ces deux éléments sont présents dans la scène de Léonard de Vinci. Le troisième, Marie-Madeleine déguisée en garçon, il faut une imagination sérieusement aiguisée pour l'y voir. Après tout, Léonard de Vinci, qui était un homosexuel flamboyant, aimait les personnages masculins présentant des traits de féminité, ou l'inverse. Mais tout ça n'est pas aussi évident que Dan Brown nous l'annonce, et nous l'assène en disant que c'est un phénomène historique connu. Non. Léonard de Vinci était certainement un grand occultiste. Il était certainement, comme Newton plus tard, passionné par l'alchimie, passionné par la technologie, mais pas du tout par le secret de Rennes-le-Château. Alors, pour en revenir au secret de Rennes-le-Château, vous arrivez à une hypothèse que je trouve extrêmement intéressante. Vous parlez d'un roi des Juifs. Et là, c'est, j'avoue, en ce qui me concerne, la première fois que j'en entends parler. Alors, si, ça a été évoqué. Mais c'est souvent évoqué, puis ça disparaît. Voilà, dans l'Empire musulman, le grand califat omeyyade puis abbasside, oui. Eh bien, à la cour du calife, il y avait un personnage qui était ce qu'on appelait le prince de la diaspora, ou le prince de l'exil, et qui était en fait un haut personnage à la fois politique et religieux, qui résidait à Bagdad, et qui avait vocation à représenter la totalité des juifs du califat. Oui. Et alors, un érudit local, narbonnais, un archiviste paléographe du nom de Régnier, a découvert des documents datant de l'époque carolingienne et qui montrent qu'à Narbonne siégeait un personnage qui avait le titre de Rex Iudeorum, c'est-à-dire de roi des Juifs. Oui. Et dès l'époque de Régnier, l'idée est que Charlemagne, qui était, on le sait, en rapport avec Haroun al-Rachid, a pu s'inspirer de cette institution musulmane pour créer pour son empire aussi un roi des Juifs qui lui répondait directement.
et qui était le chef de la communauté juive de l'Empire carolingien. Ça, c'est l'hypothèse de Régnier, elle est acceptée par les historiens, même si cette affaire n'a pas été explorée. Mais deux petits mystères. Pourquoi ce roi des Juifs résidait-il à Narbonne et pas tout simplement à Aix-la-Chapelle, la capitale de l'Empire? Alors qu'il représentait toute la diaspora juive européenne. C'est ce que pense Régnier. Ouais. Et alors ensuite, évidemment, ce roi des Juifs disparaît dans le tourbillon qui engloutit l'Empire carolingien, et voici qu'on en a une dernière mention en Normandie, auprès de Guillaume le Conquérant, à Rouen, où, tout récemment, on a exhumé un vaste complexe quasiment palatial lié à la communauté juive de Rouen. Alors, voilà, c'est une première question. Or, il y a un aspect sur lequel, notamment Patrick Ferté, le spécialiste de Maurice Leblanc, a attiré l'attention depuis fort longtemps, c'est la permanence des contacts ou des similitudes entre la Normandie d'un côté et le Languedoc de l'autre, entre Gisors d'un côté et Rennes-le-Château de l'autre. Bref, des liens permanents, que d'ailleurs symbolise Monseigneur Billard, l'évêque de Carcassonne, qui est normand, et son maître, le cardinal de Bonnechose, lui aussi rouennais et évêque de Carcassonne pendant tout un temps. Il y a une espèce de circulation entre ces deux régions qui est inexplicable. En tout cas, ce sont les deux où l'on voit apparaître un roi des Juifs. Alors, dernier point qui est quand même très étonnant, c'est que nous avons aussi le témoignage par des manuscrits hébreux qui ont été déchiffrés par le professeur Zuckerman, un historien américain de New York, et qui montrent qu'il a existé dans cette région particulière des guerriers juifs qui prêtaient hommage à Charlemagne. Des chevaliers même, oui. Des chevaliers, parfaitement. Il y a, et ça, les documents existent, c'est la seule région de la chrétienté où des juifs ont été autorisés à tenir des terres allodiales, c'est-à-dire des terres féodales. Ça n'a pas duré, bien sûr, après la croisade des Albigeois, tout ça est balayé. Mais la tolérance à l'égard du judaïsme, la haute estime même où il est tenu, ont permis l'éclosion de la Kabbale. La Kabbale, on croit que c'est une tradition immémoriale, sans doute y a-t-il des éléments, mais les premiers textes sont tous écrits dans cette région, à Vauvert, c'est-à-dire Posquière, l'ancien nom du village, dont on fera le diable Vauvert, oui, évidemment, diable des kabbalistes, à Lunel, et bien sûr Narbonne est une grande ville juive de l'époque. Et Alais, Électum, la ville élue à côté de Rennes-le-Château, est une création des Narbonnais qui, à cause de l'insécurité en mer, se retirent vers l'intérieur des terres. Dernier point enfin, Guilhem de Gélone. Guilhem de Gélone, personnage des épopées médiévales, dont Victor Hugo lui-même, dans son poème Les Aliscans, évoque la grandeur dans la légende des siècles. Guilhem de Gélone est le fondateur du monastère de Gélone. C'est aussi le premier seigneur de Rennes-le-Château. Pour Zuckerman, Guilhem de Gélone et le prince hébreu Makir, compagnon de la charte de Charlemagne, sont rigoureusement la même personne. Et le monastère de Saint-Guilhem-le-Désert présente de très curieuses similitudes avec une école rabbinique. Par exemple, l'entrée du monastère est appelée le Guimel. Le guide de Saint-Guilhem-le-Désert dit Guimel, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est tout simplement la lettre hébraïque Guimel, G, oui. C'est-à-dire les initiales de Guilhem de Gélone. Et ensuite, bien sûr, la descendance de Guilhem de Gélone s'est tout simplement convertie pour l'essentiel au catholicisme, et on a fait de Guilhem de Gélone un saint de l'Église sans y regarder de trop. Mais si donc certaines familles de la région sont passées du judaïsme au catholicisme, sans doute d'autres sont restées en Normandie fidèles au judaïsme, au moins pendant un temps. Alors, je soupçonne pour ma part la famille de Saint-Clair, qui a effectivement construit la chapelle de Rosslyn, autre mythe très important de Rennes-le-Château. Ah oui, chapelle qui est à côté d'Édimbourg, en Écosse. Ouais. Dont on dit qu'elle est une réplique du temple de Jérusalem, ce qui ne tient absolument pas. Mais ce qui tient, c'est qu'en effet, les Saint-Clair sont une famille très ancienne de la noblesse écossaise, qui peut faire remonter son ascendance jusqu'à la Normandie. Et un des Saint-Clair était un compagnon de Guillaume le Conquérant lors de la bataille de Hastings. Donc c'est effectivement une vieille famille. Je soupçonne les Saint-Clair d'être ces rois des Juifs de Rouen, qui ensuite, également eux aussi, comme la descendance de Guilhem de Gélone, qui comprend Raymond VII de Toulouse, est passé au christianisme. Mais voilà, quel est le secret que ces familles détiennent?
Eh bien, je n'en vois qu'un, et c'était déjà un archiviste départemental de Carcassonne qui en était persuadé au XIXe siècle, Sylvain Jaffus, c'est l'existence du trésor de Jérusalem. En effet, Rien que et ça. là nous sommes de nouveau sur du terrain solide, nous voyons sur l'arc de triomphe de Titus, la menorah, le grand chandelier à 7 branches, et d'autres éléments qui étaient dans le temple, Mhm. pillés par les Romains et installés dans le trésor public de Rome. Et nous savons qu'en 410, quand le roi des Visigoths, Alaric, a pillé Rome, il est parti avec ce trésor. L'a-t-il fondu? On peut penser que non, tout de même. Et en tout cas, à sa mort, qui survient en Italie, mais les Visigoths sont installés dans le Languedoc, et on l'y rapatrie, eh bien, Alaric est enterré en secret, dans un caveau. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles cette montagne qui jalonne la route, et aujourd'hui l'autoroute de Narbonne à Oui, Carcassonne, la s'appelle la montagne. montagne d'Alaric. Oui, tout à fait. Et ce trésor n'a toujours pas été retrouvé. Vous signalez même d'ailleurs que dans cette région, dans les années 70, on aurait repéré plusieurs membres du Mossad, service secret Voilà. israélien, en train de pratiquer quelques fouilles dans les environs. Alors depuis, j'ai appris que, en fait, le soi-disant membre du Mossad, mais après tout, il avait pu l'être à un moment de sa vie, était un journaliste israélien Ah. passionné de ces questions Ouais. et qui était allé avec 2 autres Israéliens à la recherche du trésor, et il parlait en hébreu dans l'hôtel dans l'hôtel où ils avaient établi leur quartier général à Limoux. C'est ça l'origine. Ouais. Il y a en tout cas une enquête de la DST sur leur présence là-bas. Et puis après tout, c'est assez singulier quand même de les voir s'activer, alors que l'un des journalistes proches de Pierre Plantard, qui s'appelle Mathieu Paoli, se serait réfugié en Israël au début des années 70. Donc, oui, il y a un intérêt pour ce trésor, et on le comprend parce que c'est la localisation la plus probable de ces objets dont l'existence historique est prouvée. On dit même que lorsque le siège de Carcassonne a été mis par Clovis, celui-ci, n'ayant pas pu emporter Carcassonne, a été obligé de laisser les Visigoths repartir avec leur trésor. Alors imaginons que Guillaume de Gélone, qui était le maître incontesté de ces lieux, et qui n'était autre qu'un grand personnage juif du nom de Makir, le roi des Juifs, Mhm. ait réussi, lui, à mettre la main sur le trésor. Imaginons qu'il est installé à proximité de Rennes-le-Château. Imaginons qu'on le cherche encore. Imaginons que peut-être des éléments secondaires de ce trésor aient été distribués à certaines époques, par exemple à Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV, dont le frère Louis Fouquet lui adresse une reproduction du tableau de Poussin en disant qu'il peut apporter une fortune fabuleuse. Là, nous aurions effectivement une continuité qui ne laissait pas de fasciner des générations successives. Mais vous pensez, parce que historiquement, là, il y a peut-être une faille dans votre théorie, que Guilhem de Gélone, en possession de ce trésor, n'en aurait pas parlé, l'aurait gardé secret? Oui, parce que si vous voulez, dans le messianisme juif, il y a l'idée que ce trésor ne pourra retrouver sa place dans le temple qu'avec le bouleversement des temps, lorsque le peuple d'Israël pourra revenir sur sa terre et rebâtir le temple. Et il aura donc laissé dormir à l'abri, caché, en attendant des jours meilleurs, et par ailleurs en diffusant à travers la pensée kabbaliste toute une théorie messianique qui s'est peu à peu perdue. Ouais. Mais il me semble que la Rose-Croix a su ou a interprété ou réinterprété à travers des kabbalistes juifs, des traditions kabbalistes du XVIe siècle, certains éléments de cette légende. Donc, La rose et la croix, d'ailleurs, ouais. c'est l'union de la croix chrétienne et de la rose juive. Et l'éclosion en son centre de l'être parfait. Et l'éclosion sur son de l'être parfait, qui est en hébreu, dans la fin du Zohar, est appelé le Rosen Koroz, le messager de l'Éternel. Alors entre Rosen Koroz et Rosenkreuz, Christian Rose-Croix, le fameux chevalier mythique, oui. Chevalier mythique, y a-t-il un point commun? Y a-t-il un point commun entre les bergers d'Arcadie, de Poussin, Ouais. et puis le nom de la dernière section du Zohar qui s'appelle le berger fidèle, Rahava Mehemna, qui amène le retour justement du Messie? Ça n'est pas impossible que ces traditions ésotériques se soient mêlées les unes aux autres, et qu'en tout cas, une légende tenace, mais fondée sur des événements historiques,
nous rappelle que cette région du Razès a été le réceptacle du trésor de Jérusalem et d'une tradition qui s'est transmise peut-être de bouche à oreille à travers des filiations nobiliaires. Donc, trésor des Visigoths, du temple de Jérusalem, évidemment, tout cela dans la tombe d'Alaric qu'aurait retrouvé Guillaume de Gélone, et se serait dissimulé quelque part dans cette région du Razès, dans l'Aude, aux alentours de Rennes-le-Château. Et l'abbé Béranger Saunière aurait finalement serait passé à côté, mais aurait trouvé des documents n'ayant aucun rapport avec ça. Ayant des rapports quand même avec le caractère particulier de cette région. Ouais. J'ai été très frappé par le fait que l'évêché d'Alais, et avant que Napoléon ne le supprime tout au début du XIXe siècle, ait été l'évêché le plus petit de la chrétienté. Pourquoi mettre un évêque là, sinon pour surveiller un endroit particulièrement sensible. Ouais. Et il me semble par ailleurs que, comment vous dire, ce secret ayant été connu et ayant diffusé, il a pu intéresser plusieurs groupes à la fois. C'est cela aussi l'élément de complexité, de confusion que l'on voit parfois, et c'est très exactement l'hypothèse que formule à un moment donné Maurice Leblanc dans un de ses romans à clé, où d'ailleurs la Ménorah réapparaît dans un souterrain, et où deux sectes différentes s'affrontent. En tout cas, par exemple, autour de Rennes-le-Château, on a manifestement deux traditions différentes. L'une qui est partiellement maçonnique, mais qui est chrétienne ésotériste, celle du marquis de Chef-de-Bien et de cette chevalerie templière reconstituée au début du XIXe siècle, et l'autre au contraire qui est nettement plus rationaliste, proche du Grand Orient et dont Maurice Leblanc ou sa cousine Emma Calvé, la cantatrice amie de Saunière, sont des représentants. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que plusieurs groupes se soient affairés autour de ce domaine, de même que Gérard de Sède ne pense pas exactement la même chose que Michael Bagent, et pourtant l'un et l'autre ont parfois collaboré, en tout cas cherché ensemble à élucider ce mystère. Finalement, l'abbé Béranger Saunière, avec sa décoration très personnelle, c'est le moins que l'on puisse dire, et très particulière de son église, aurait-il laissé un message codé? C'est évident. Il y a de nombreux éléments de codage. Le plus rigolo, évidemment, étant un petit personnage en pantalon écossais qui fait allusion au rite écossais rectifié de Villermoz, qui a inspiré le marquis de Chef-de-Bien et un certain nombre d'ésotéristes nobles du XIXe siècle local, et qui évidemment aussi a présidé à la décoration de cette église, qui défie là aussi quand même l'imagination des plus rationalistes. J'attends que M. Descadellas nous explique que l'argent du trafic de Metz ait pu servir à créer un pavé maçonnique, un pavement maçonnique très exactement sur le modèle des loges, et puis des allusions permanentes à la franc-maçonnerie, des transformations tout à fait hétérodoxes des textes des évangiles. Par ceci, tu le vaincras, c'est-à-dire le diable. Il y a aussi une des scènes de l'église où l'on voit Jésus emmené de nuit, en tout cas le cadavre de Jésus, ce qui laisse entendre par rapport aux évangiles qu'il était encore vivant, parce qu'on n'avait pas le droit de toucher un cadavre le samedi. Ouais. Bref, nous avons là des allusions, des clins d'œil, et peut-être aussi un code pour retrouver le trésor. Mais comme je pense que le trésor n'a pas été retrouvé, je pense qu'il n'y a pas de code non plus. Mais en revanche, des allusions maçonniques et ésotériques, c'est évident. Ouais. Affaire à suivre de très près, donc. Je l'espère aussi. On pourrait ajouter d'ailleurs que Béranger Saunière n'était pas seul, et qu'il a agi aussi à travers un milieu de prêtres du Razès, qui étaient détenteurs d'un secret, dont l'abbé Boudet, personnage haut en couleur, surréaliste, est probablement le véritable inspirateur. Un autre de ces prêtres du Razès, l'abbé Gélis, a été horriblement assassiné dans sa cure à Custossa au début du XXe siècle, dans des conditions qui ont fait couler beaucoup d'encre, mais qui n'ont jamais été élucidées. Donc tout ça, ça fait beaucoup pour des sceptiques. Alors, à moi étant un sceptique modéré, je pense qu'il y a bien quelque chose. Et je pense en même temps que rien n'a été trouvé. Sinon, nous aurions des réponses beaucoup plus affirmatives. Et sur ce désarroi,
des gens comme Plantard ont réussi pendant tout un temps à faire illusion, mais moi je lui suis reconnaissant de tout ce qu'il nous a livré comme secret. Plantard relayé de manière très efficace et spectaculaire par un certain Dan Brown aussi. Voilà, alors dans une série, on a dit l'abbé Bigou, l'abbé Boudet, l'abbé Saunière, l'abbé Gélis, et ben là c'est Plantard, Gérard de Sède, sympathique écrivain à mystère qui mérite d'être lu et relu, Michael Bagent, et à ce moment-là Dan Brown. Ouais. Alexandre Adler, je rappelle le titre de votre livre, Société secrète, paru aux éditions Grasset. Mais avant de vous quitter, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse, puisque en recherchant des éléments sur votre biographie, je suis arrivé sur une chronique que vous avez enregistrée où vous parlez du phénomène de voyance et de votre amitié avec Yaguel Didier. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, visiblement. Oui, Yaguel Didier est une amie très proche et très chère, et j'ai pour elle la plus vive admiration. Ça, ce n'est pas original, beaucoup de gens l'ont. Je me suis intéressé à la voyance, je l'avoue. C'est assez indépendant de cette affaire de Rennes-le-Château, ou plutôt psychologiquement, ça montre chez moi une tendance à aller vers les secrets, d'essayer de les élucider. Ouais. Même si ce sont deux affaires totalement différentes, et je vous rassure tout de suite, je n'ai jamais demandé à Yaguel Didier une voyance quelconque sur Rennes-le-Château, et il semble d'ailleurs qu'il y ait des champs de force qui l'obscurcissent, puisque ceux qui le lui ont demandé n'ont jamais rien obtenu de bien précis. Je crois qu'en fait, la voyance est un phénomène physique, rationnellement définissable, assez évanescent, mais incontestable. Et j'ai fait des expériences avec Yaguel qui sont totalement bouleversantes. Par exemple, pour vous donner un exemple entre mille, je lui ai donné une fois une photo d'un dirigeant soviétique sous une enveloppe fermée. Elle a commencé à l'identifier sans jamais ouvrir l'enveloppe, et puis à me raconter des choses sur sa vie que soit je connaissais et que très peu de gens connaissaient. Je trouve que déjà elle se promenait dans les volutes de mon cerveau comme dans une bibliothèque, c'est pas mal, mais ensuite des choses que je n'étais pas du tout à même de connaître. Par exemple, elle le décrit à un moment de sa vie à Budapest, très heureux, regardant un grand fleuve où un pont a été détruit. Or, j'ignorais que, en effet, le plus grand pont de Budapest est resté non reconstruit jusqu'en 1960. Et que donc, à l'époque en question, le dirigeant, qui était Yuri Andropov, quand il regardait du haut d'une colline où se trouvait le siège du KGB en Hongrie, ce que je ne savais pas non plus, eh bien, voyait un pont détruit. Comment et par quel miracle, quelqu'un qui n'a aucune notion de tout cela, peut-il voir un pont détruit? Alors, la vision du passé est peut-être plus encourageante que celle de l'avenir, parce qu'elle nous permet de reconstituer toutes les étapes de quelque chose qui a déjà eu lieu. C'est moins choquant que l'idée que nous voyons dans l'avenir. En fait, je pense que dans l'avenir, nous voyons ce qui est déjà déterminé. C'est une notion difficile, mais Stephen Hawking, dans ses réflexions sur le temps, donne l'exemple d'un train qui emprunterait une courbe, et à partir du dernier wagon, on peut voir la locomotive alors qu'on ne la voit pas quand le train est sur une ligne droite. C'est peut-être un peu ça. En tout cas, la voyance n'a pas dit son dernier mot, et il est évident que les esprits chagrins qui ne veulent rien entendre ne s'intéressent pas assez au fonctionnement de notre cerveau. Selon vous, quelle est l'explication du fait que la science officielle ne s'y intéresse pas en France, ou très peu? Je pense que l'idéologie scientifique, pour se développer, a dû rompre avec un grand nombre de superstitions ou de connaissances traditionnelles qui empêchaient l'esprit de reconstituer par le raisonnement de véritables systèmes logiques. Et ça a été une étape essentielle d'ailleurs. Je pense exactement qu'on n'a pas pu transmettre la science moderne autrement que par une lutte de tous les instants contre la superstition. Mais enfin, les grands esprits, que ce soit Newton, qui était un alchimiste impénitent, ou Freud, qui croyait à la voyance, n'ont pas pour autant totalement renoncé à la comprendre. Mais sans doute qu'on ne peut pas s'amuser à raconter tout ça et obtenir l'attention suffisante d'adolescents entre 13 et 18 ans qui doivent passer par un apprentissage laborieux, comprenant à la fois l'expérimentation et la mathématisation. Et
donc, il faut d'abord, effectivement, toutes les traditions religieuses comprennent ça. Il y a des exercices spirituels qui sont difficiles et pénibles, et d'autres, au contraire, qui vous emmènent vers le ciel d'un coup. Eh bien, les seconds ne sont pas autorisés avant que les premiers aient été mis en œuvre. Dans le judaïsme, par exemple, on ne peut étudier la Kabbale qu'à 40 ans révolus. Ouais. Tout le reste, c'est un enseignement traditionnel qui est assez aride. Eh bien, à sa manière, notre science a fait comme cela. Simplement, elle oublie qu'il y a un moment où on peut se libérer, on doit se libérer. Avant de jouer du bac correctement, il y a le solfège et les gammes à faire. Ah on ne peut pas dire mieux. Merci beaucoup en tout cas Alexandre Adler d'avoir été mon invité dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio durant 7 heures. Et puis, bien écoutez, à une très prochaine fois. Si ça n'est pas indiscret, sur quoi travaillez-vous actuellement ? Oh, je suis revenu sur Terre, au solfège maintenant. Ouais. Je travaille sur un livre sur les suites du 11 septembre et ce qu'est devenu Al-Qaïda et l'impact que cette organisation aura eu sur le Moyen-Orient en général, sur l'Orient islamique. Ouais. Donc c'est un ouvrage de journalistes et d'analystes de la politique étrangère. Bien. Mais enfin, malgré tout, il y a aussi des éléments sur le messianisme. J'espère que Rennes-le-Château sera un dossier à réexplorer très prochainement. Peut-être que votre livre va déclencher quelques ouvertures. On ne sait jamais. En tout cas, dès qu'il y a du neuf, on se recontacte, comme l'on dit. Avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup, Alexandre Adler. Voilà. Bonne soirée. Après avoir écouté l'opinion tout à fait intéressante et très argumentée d'Alexandre Adler, une opinion qui évidemment va faire couler beaucoup d'encre, je vous propose de nous replonger dans un magazine Effervescience. Nous avions reçu dans Les Aventuriers de l'étrange son rédacteur en chef, Jean-Yves Gaucher. Effervescience, magazine qui avait consacré dans son numéro de 2006, octobre, un gros dossier sur Rennes-le-Château. Jean-Yves Gaucher a une opinion radicalement différente. Replongeons-nous un petit peu dans cette autre opinion pour pouvoir nous faire nous-mêmes notre propre opinion, retrouver la voie du milieu, si j'ose dire. Écoutons. Sud Radio. Louis Bénédy. Les Aventuriers de l'étrange. Le trésor de Rennes-le-Château au centre des Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce soir avec mon invité Jean-Yves Gaucher du magazine Effervescience qui a consacré dans son numéro de septembre-octobre 2006 un gros dossier sur Rennes-le-Château. Alors Jean-Yves Gaucher, si je comprends bien ce que vous nous avez révélé tout à l'heure, en fait tout ça est une histoire extrêmement humaine, belle histoire certes, mais extrêmement humaine. Oui, l'homme est capable d'inventer les plus belles histoires et reste un homme avec ses petits défauts ou ses gros défauts et puis surtout ses humeurs. Et parce que si on voit le cheminement, il y a toujours eu quelqu'un encore plus malin que les précédents pour rajouter une couche de quelque chose qui n'est pas fini. Attention, là, on est en train d'évoquer une possibilité parfaitement calibrée, parfaitement plausible, pour expliquer que ce curé, finalement, sans trésor particulier, lui, il n'a jamais dit qu'il ait trouvé un trésor, d'ailleurs, hein, le curé. Ouais. C'est d'autres qui ont dit qu'il l'avait dit. Oui, parce que lui n'en avait jamais parlé. Oui. Mais par contre, et Marie-Madeleine, pardon. Marie Desnarnaud non plus n'a. Non, elle a dit qu'il avait trouvé le moyen de gagner beaucoup d'argent. Voilà. Mais elle pouvait pas dire le contraire puisque elle en a largement profité, évidemment. Bon, qu'est-ce qui peut être aussi allé dans ce sens, c'est la correspondance entre il touche de l'argent et dès que ça va plus avec sa hiérarchie, il a plus d'argent qui rentre. Et dès que ça va mieux, on lui lâche un peu les baskets et que il peut repartir dans ses aventures. Tout de suite, il a des projets et on sent. Et puis bon, il y a eu la guerre qui va tout bloquer. Et puis bon, ça mort. Mais tout redevenait possible. Donc, si c'était un trésor, peu importe qu'il ait un procès avec sa hiérarchie, par exemple, il aurait pu en profiter pareil. Oui, il avait trésor, j'entends bien. Il avait qu'à piocher dans l'amas d'or et puis c'est tout, quoi. Exactement. Prendre. Et si c'était un maître chanteur par rapport à l'Église, il aurait tout. Enfin, je veux dire, il n'y aurait même pas eu de procès du tout.
Exact. Aussi. Donc c'était bien une affaire avec sa hiérarchie, et sa hiérarchie lui en voulait très certainement de garder pour lui ce qu'il aurait dû repartager avec des confrères. Voilà. Pour que ça puisse après alimenter des prêtres nécessiteux. Et voilà, ce qui était prévu comme ça. Quoi. Oui, c'était prévu tout à fait dans ce sens-là. Mais alors donc, on en revient tout à fait au départ. De trésors, point. De trésors qui a enrichi la Bessonnière, point. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trésor. Oui, après ça c'est autre chose. Oui. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec la Bessonnière, avec la la Bessonnière n'a pas trouvé le trésor qui l'a enrichi de manière où il a dépensé. Ouais. Mais alors, par contre, ça correspond à l'argent des messes. Ça, tout à fait. Ça, on est d'accord. Mais comment expliquez-vous que il soit allé gratter dans le cimetière, qu'il ait fouillé les alentours, qu'il se soit baladé comme ça dans différents coins autour de Rennes-le-Château, qu'il ait placé cet étonnant bénitier, quand même, ce diable qui supporte le bénitier. Vous l'expliquez comment, toutes ces choses un petit peu bizarres quand même? Alors, parce que beaucoup de ce que vous venez de dire, en fait, c'est du Corbu. D'accord. Donc déjà, on voit la Bessonnière à travers la présentation qu'en faisait Corbu dans son restaurant. Alors par contre, il y avait encore des témoins qui se souvenaient de Saunière, mais je pense qu'ils avaient été tellement influencés par Corbu que leur témoignage direct devenait un peu douteux. Oui. Pour dire que il allait dans les cimetières, fouiller dans les. Bon, il allait dans les cimetières, peut-être parce que il avait son idée de trouver sa tombe à lui. Je veux dire, il suffit de pas grand-chose et après c'est amplifié. Quoi. Oui, et puis un témoignage tout à fait banal dans ces circonstances-là, il valait mieux l'enjoliver un peu pour qu'on soit. Mais Corbu a été très fort pour ça. Oui. Corbu a été très fort. Mais Marie Desnarnaud n'a laissé aucun écrit, aucune trace, peut-être ne savait-elle pas Marie Desnarnaud, écrire, elle était un peu limitée. Elle a été embarquée dans cette bourrasque. Elle a été mise et planquée par Corbu, parce que Corbu voulait lui exister largement au-delà. Et puis bon, elle a pas pu dire grand-chose à quiconque. Donc peut-être qu'elle avait rien à dire, et toujours est-il qu'elle a rien dit. Oui, mais j'ai lu quelque part dans votre article que à cause ou grâce, tout dépend comment on l'interprète, au Da Vinci Code, le nombre de visites avait augmenté de 30% à Rennes-le-Château. Et comment dire, c'est un mythe maintenant, c'est un mythe. Comme des gens vont à Solutré. Oui. C'est devenu un endroit où il s'est passé tellement de choses que les gens y viennent encore en rajouter, et c'est auto-entretenu. C'est auto-entretenu, même si on sait que foutaise, mais ça n'empêche pas. C'est une histoire d'embrouille dans tous les sens, mais au total, c'est un mythe. C'est devenu un mythe. Ouais. Et Da Vinci Code, il va y avoir un rebond. Enfin, on ne peut pas laisser des gens qui ont mis le doigt là-dedans, d'abord ne veulent pas que ça n'existe pas, et deuxièmement, ceux qui ont un intérêt financier, que ce soit des éditeurs dans le domaine du cinéma ou que sais-je, ne le laisseront pas dormir, ce mythe. Ça repartira, ça ne peut pas s'arrêter là. Ouais. Alors c'est vrai que depuis la mort de Plantard, c'est pas du tout alimenté de ce côté-là. Parce que lui, c'était le moteur, l'énergie principale, c'était lui. Il était à la fois le moteur dans la conception, et puis il se mettait en situation d'être le personnage clé, puisqu'il était le descendant. Ouais. Alors il a un fils, Plantard. Donc est-ce que dans l'optique du mythe,
on reste bien dans le mythe. Hein. Le mythe, Jésus, mérovingien, prieuré, Plantard, et le descendant de Plantard. Le rejeton ardent, Plantard. Bon, eh bien, là, on peut s'attendre à tout. Pour l'instant, très discret. Peut-être il n'a pas du tout envie, mais en tout cas, il y a un potentiel là. Il y a un potentiel aussi avec le prieuré, parce que ce prieuré. Mais on sait que c'est de la. Mais oui, mais j'allais dire un gros mot. On sait que ça n'existe pas, que c'est de la foutaise tout ça. Mais oui, mais c'est virtuel, mais ça fait partie du mythe. C'est beau un mythe. Un mythe, c'est par définition un mythe. Il ne s'arrête jamais parce que c'est un mythe. Donc un mythe qui a été lu à 200 000 exemplaires ou 300 000 dans l'énigme sacrée, qui plusieurs millions d'exemplaires avec le Da Vinci. Voilà. Sans compter le film. Le film. Vous pensez bien que ça va pas s'arrêter là. C'est dans la tête des gens à 100%. Les gens en filigrane, ils sont codés avec des mots prieuré de Sion, avec des mots mérovingiens, etc. C'est les ingrédients d'une recette qui peut avoir plusieurs goûts. On a eu l'entrée, on a eu le plat principal, et il y a le dessert qui est pas loin. Vous pensez sincèrement donc que on va voir ressurgir d'ici quelques mois, d'ici 1 an ou 2, mais dans pas très longtemps. Oui, avant que ça s'éteigne, mais enfin avant qu'on puisse penser que les gens auront oublié Da Vinci Code, etc., un autre mythe ou un autre grand succès de librairie aurait un peu mis de côté. Mais non, ça repartira, évidemment. Et il faudra des acteurs. Alors, est-ce que les acteurs, ça sera le showbiz, le cinéma, etc., ou est-ce que ça sera des gens qui ont mis le doigt là-dedans parmi tous les protagonistes qu'on a égrenés jusqu'à présent ce soir, je sais pas, je surveille, puisque grâce à Internet et par des petits moteurs d'alerte, dès qu'il y a tel mot qui apparaît, moi je suis abonné, j'attends. Donc ça se fait tout seul. Vous avez mis vos lignes et vous attendez que ça morde. Je fais un mash-up, ce qu'on appelle un mash-up qui c'est des lignes. Si ça mord, je le saurai. Bon, je suis pas le seul, et on en reparlera à ce moment-là. Mais ce sera à Rennes-le-Château, ou Rennes-le-Château, c'est définitivement presque clos, parce qu'on en a fait le tour, on a tout décortiqué. Enfin, je veux dire, on sait très bien que concernant Béranger Saunière, il n'y a plus de trésor à découvrir, c'est fini, quoi. Rennes-le-Château, c'est un peu râpé, à mon sens. C'est un peu râpé, mais la belle aventure du curé millionnaire, elle n'est pas râpée du tout. C'est un mythe dans le mythe, si vous voulez. Vous avez le mythe des mérovingiens, ça c'est le Da Vinci Code, et puis il y a le petit mythe régional un peu mais qui est quand même à la base de tout ça. Franchouillard. C'est quand même lui qui est à la base de tout ça. Oui, mais c'est quand même lui qui est à la base de tout ça. Mais malgré lui, il n'avait jamais demandé à ce qu'il y ait un Plantard qui, lui, il avait trouvé sa manière de bien gagner sa vie. Bon. Il a rien demandé à personne, voilà, ça pouvait s'arrêter là. S'il n'y avait pas eu Corbu. Et c'est Noël Corbu qui effectivement a tout fait démarrer. En fait. C'est ça. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Dans l'Aude, nous y sommes précisément à Rennes-le-Château avec mon invité Jean-Yves Gaucher, directeur de la publication d'Effervescience, un magazine que je vous recommande d'ailleurs, qui s'intéresse de temps en temps à des sujets liés à l'étrange. D'ailleurs, Jean-Yves Gaucher, j'aurai le plaisir de vous réinviter pour parler de combustion spontanée, un très très bon dossier que vous aviez écrit pour le compte d'Effervescience. Mais là, nous en sommes pour le moment à Rennes-le-Château. On parlera de l'eau également, des capacités étonnantes de l'eau, puisqu'après tout, l'eau reste encore une énigme pour la science. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, cette espèce de liquide bizarre. C'est un liquide très particulier, qui a des particularités étonnantes. Ah oui, tout à fait. Évidemment, pas d'eau, pas de vie. Ça c'est clair. Oui. Donc, on en reparlera une autre fois. Mais pour quand même conclure avec Rennes-le-Château, on a bien compris que l'homme a besoin de merveilleux.
On a bien compris que il a besoin de se nourrir comme ça d'idées extraordinaires, de trésors à aller chercher. Et plus ils sont inaccessibles, et mieux c'est finalement. Et que grâce à ça, Rennes-le-Château continuera toujours à vivre finalement. Hein. Il y en aura toujours pour. Mais disons que il y avait tous les ingrédients, tous les ingrédients et ça a été crescendo. Au départ, un mythe de quelqu'un qui devient riche. Bon, tout le monde aimerait bien être riche. Donc, quand il y a quelqu'un comme ça, un petit curé dans un petit village, qui d'un seul coup est riche, sans avoir gagné à la loterie maintenant, vous parlez d'un mythe, hein, le loto, il n'y a pas plus bête, quoi. Là, non, là au moins c'est un mythe, il a réussi. Bon, il y a le mythe du roi de France qui dépossédé de son trône. Ça c'est bien sûr la lignée de Plantard, oui. Mais c'est un mythe qui le dernier mérovingien, le roi caché. Hein, mais dans tous les pays, il y a un roi caché. Il est caché parce que soit il a gêné. Alors on retrouve le mythe par exemple dans le Masque de Fer. C'est un roi caché, ça, etc. Louis XVII, où est-ce qu'il est? C'est un roi caché. Mais ça c'est pour la France de ce qu'on connaît. Mais il y a un roi caché en Italie, il y a un roi caché bien sûr, en Bulgarie, dans etc. toutes les histoires. Donc ça marche toujours, ça. Après il y a le mythe du secret d'église. Alors il y a toujours eu des secrets d'église, quelle que soit la religion. Bien sûr. Il y a des secrets pour la Torah, il y a des secrets chez les musulmans, chez les protestants, et les juifs, évidemment. Voilà, des choses qu'on a cachées. Si on les savait, nom de Dieu, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Ça changerait tout, etc. Donc, on risque sa vie si on s'approche de trop près, etc. Et puis, le mythe aussi d'une organisation secrète qui, dans l'ombre, trame des choses qui sont bien sûr inavouées et qu'on ne peut pas publier. Donc le mythe aussi. Vous êtes en train de nous donner la recette pour monter un autre Rennes-le-Château là. Oui, il faut puiser dans ces mythes-là. Peut-être qu'il y en a un autre en plus il y en a qui ont tenté un autre mythe. Vous savez, dans la suite des Anglais, de l'énigme sacrée, il y avait les extraterrestres. Parce qu'on n'en a pas parlé. Ah oui. Ça Rennes-le-Château était un astroport d'extraterrestres. Oui. Et si on relie telle ville avec telle autre, etc., on s'aperçoit que c'est carrément un terrain d'atterrissage. Il y a qu'à Rennes-le-Château qu'on pouvait atterrir aussi bien. Voilà. Donc, mais un bouquin de 200 pages, hein, attention, on ne sait pas. Oui, d'accord. Donc, le mythe des extraterrestres, ça a fait flop. Mais le mythe des extraterrestres, il peut arriver d'une autre manière. Bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, il y a d'autres mythes. Moi, n'ai pas On en parlait tout à l'heure hors antenne. Je ne sais pas si je peux le citer, mais une récente découverte qui a été faite à Arques. Est-ce qu'on peut en parler de ces statuettes égyptiennes qui ont été découvertes? Alors on a trouvé Arques, pour situer, c'est à 4 km de Rennes. Hein, c'est en bas, c'est dans la vallée. Et bon comme partout, dès qu'on creuse en France, on a un passé tellement riche, et puis bon, dans certains endroits, c'est du concentré de concentré. Chaque fois qu'on creuse quelque part, on trouve des vestiges. Et on trouve des choses parfois intéressantes. Oui, mais là, des statuettes égyptiennes qui ont été authentifiées de la Haute-Égypte. Pour situer Arques, et dans le contexte de tout ce qu'on vient de dire, la Bessonnière, Arques, c'est la ville, le village où, selon Gérard de Sède, il y avait un tombeau, et ce tombeau était à la fois un tombeau qui était reproduit sur une œuvre de Poussin qui était dans un musée. Bon, l'œuvre, on la connaît. Et en même temps, on l'a retrouvée dans une image, une icône qui est dans l'église de Rennes-le-Château. Donc, Arques était supposé être au moins un indice, sinon un lieu où pouvait être un trésor. D'accord. Alors, selon Gérard de Sède. Mais déjà, Arques
Arques. Bon. Ouais. Arques, ou alors le nombre de gens qui ont été, avec leur poêle à frire, retournés, et à tel point que le fameux tombeau pouvait être, les gens l'ont dynamité, en ont eu marre. On dit on veut, mais ils avaient on va le détruire, on arrête. Voilà. Ils ont dit on arrête. Ouais. Terminé, plus de tombeau. Donc on ne sait plus où il est, évidemment il est dynamité. Donc Arques, cette même ville ou village, récemment on a trouvé des statuettes égyptiennes, mais vieilles, hein, pas des trucs bidons. Non, des vraies des statuettes antiques égyptiennes. Oui. Alors on ne sait pas d'où ça vient, hein, on sait pas d'où ça vient. Mais là, c'est un mythe, où ça peut se raccrocher à un mythe. Ouais. Historiquement, la chose la plus probable, c'est que ça soit, puisque dans la strate de recherche archéologique, strate archéologique, où ces statuettes ont été retrouvées, c'est du 19e. Hein. Ouais. Donc, campagne napoléonienne, vraisemblablement. Voilà, c'est quand même pas Marie. Hein, et Jésus, les premiers qui sont venus et qui ont fait tomber deux statuettes. Voilà. Donc, ce qui est le plus probable, c'est que c'est des statuettes qui ont été ramenées par un soldat de Napoléon suite à la campagne d'Égypte, et qui, ça s'est retrouvé là. Bon, mais en attendant, à Arques, on a trouvé, voilà, quelque chose qui peut se raccrocher à un mythe. Oui. Donc ça peut ressurgir de cette manière. Il y a des gens qui peuvent bâtir là-dessus, bâtir quelque chose de nouveau. Ce que je vous propose, Jean-Yves Gaucher, c'est qu'on se retrouve dans 10 ans pour voir où on est. J'espère que ça ressortira avant. Voir si ces statuettes égyptiennes ont été récupérées. La soupe serait froide. Merci beaucoup Jean-Yves Gaucher, en tout cas d'avoir été mon invité durant ces 2 heures. Bonsoir pour parler de Rennes-le-Château. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de publication de cette revue bimestrielle qui s'intitule Effervescience au pluriel, science au pluriel. Et qui est dans les kiosques. Et qui est dans les kiosques, 2,50 €, c'est vraiment pas cher, avec énormément de sujets portant sur la science et quelquefois sur des phénomènes, soit des mystères historiques ou soit des phénomènes paranormaux, des mystères tout court en tout cas. Si vous voulez en savoir plus, reportez-vous au site internet Effervescience, science au pluriel, effervescience.com. Merci beaucoup Jean-Yves Gaucher. Bonsoir. À très bientôt. Au revoir. C'est l'heure de la conclusion du dossier Rennes-le-Château, conclusion temporaire, évidemment, vous vous en doutez. Peut-être que quelqu'un arrivera un de ces jours avec une hypothèse tout à fait intéressante ou, encore mieux, une découverte qui validerait ou invaliderait une ou l'autre hypothèse. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, ce serait la découverte d'un trésor, peut-être sous forme écrite, d'un trésor spirituel peut-être, d'un trésor en monnaie, là ce serait pas mal, ou carrément d'un autre trésor, celui des Visigoths, celui de Rome, autrement dit le trésor du temple de Salomon. Mais là, on est reparti encore dans le rêve. Deuxième et dernière partie des Aventuriers de l'étrange, ce soir avec une partie consacrée à l'actualité. Effectivement, hier soir, Stéphane Alix, que nous avions reçu dans les Aventuriers de l'étrange, rappelez-vous, il avait écrit un livre très très bien documenté, très épais, sur les cas de personnes qui se disent avoir été enlevées par des extraterrestres. Il était parti enquêter notamment aux États-Unis, en Europe, il y a un petit peu partout dans le monde. Bref, Stéphane Alix a créé une association qui s'appelle l'INRES, l'Institut national de recherche concernant les expériences extraordinaires, avec un aéropage de personnalités autour de lui qui vont le soutenir dans la construction de cette association et dans l'avancée de ses travaux. En quoi consiste justement cette association? En quoi consistent ces travaux? Vous allez le découvrir dans quelques instants et nous parlerons également avec Sonia Barkala qui a organisé ce fameux congrès international consacré aux expériences de mort imminente à Martigues, qui a créé une série de formations pour former tous les soignants dans les hôpitaux ou les professionnels du monde de la santé à recevoir les témoignages de personnes qui ont vécu des NDE. Les Aventuriers de l'étrange, actualité. Hier soir, à Paris, dans une grande salle parisienne, une association venait de voir le jour. Une association a vu le jour. Cette association s'appelle INRES, INRES.
REES. Elle a été créée par Stéphane Alix avec un aéropage impressionnant de personnalités, venant de tous les bords, que ce soit des bords scientifiques, que ce soit du bord littéraire. Vous allez en découvrir un petit peu plus car j'ai appelé pour vous, pour les aventuriers de l'étrange, Stéphane Alix, juste à la sortie de cette présentation. Je l'ai attrapé, si j'ose dire, dans la rue. Il sortait de cette salle. Écoutez ce reportage et le témoignage de Stéphane Alix, un président d'une association, un président heureux. Stéphane Alix, bonsoir. Bonsoir. Vous sortez juste de la présentation de votre association que vous avez donc portée sur les fonds baptismaux, l'INRES. Présentez-nous le but de cette association. Alors c'est donc l'INRES, effectivement, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Mon souci est de faire un petit peu ce que j'ai réussi à découvrir en côtoyant John Mack pendant plus d'une année. Ouais. Un psychiatre américain qui, au début des années 90, a travaillé sur les gens prétendant être enlevés par des extraterrestres. Plutôt que d'aborder la question frontalement et de se dire, voilà, les extraterrestres sont là, ils font ci et ça, il a exploré l'expérience de ces gens avec des méthodologies très éprouvées en psychiatrie et en psychologie, qui lui permettaient non pas de prouver la présence extraterrestre, mais de prouver que ces expériences avaient un caractère de réalité pour les gens qui les avaient traversées, et que, chose la plus importante à mes yeux, ces gens-là ne souffrent d'aucune pathologie, étaient sincères, et pour certains étaient même traumatisés par les expériences qu'ils avaient vécues. Donc ça ouvrait, sans être obligé de rentrer immédiatement dans l'affrontement avec notre vision du monde, ça ouvrait un terrain de découverte et d'exploration de ces expériences qui permettent d'être beaucoup plus acceptables par les gens communément dans les médias, etc. Ouais. Donc moi, ma rencontre avec John a été déterminante, et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui dans l'INRES, qui, en quelques mots, va rendre accessible l'ensemble des expertises et des travaux qui ont été faits dans le domaine psychologique et psychiatrique sur l'ensemble des expériences extraordinaires. Donc j'inclus sous de terminologie expériences extraordinaires les choses très traumatisantes comme les enlèvements extraterrestres, jusqu'à des choses beaucoup plus positives comme des expériences psychospirituelles, les NDE, les visions au seuil de la mort, enfin toutes les choses que les humains rencontrent communément dans leur vie, une fois de temps en temps, ou alors de façon beaucoup plus fréquente, sans pouvoir se l'expliquer avec le paradigme en vigueur. Vous avez constitué un groupe de personnalités autour de vous qui vont vous soutenir, des personnalités de renommée internationale. Vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Alors il y a deux types de personnes qui nous soutiennent. Il y a les gens qui ont une formation scientifique et les autres qui sont plus de la société civile, je dirais. Donc dans les scientifiques, il y a des gens comme Stanislas Grof, comme Kenneth Ring, le pionnier de la recherche sur les NDE, quelqu'un comme Edgar Mitchell, qui est l'astronaute d'Apollo 14, qui est un des hommes à avoir marché sur la Lune, qui lui-même a fondé un institut de recherche au début des années 70 qui s'appelle l'Institut de recherche noétique, qui a vocation à travailler sur la conscience, les états modifiés de conscience et les découvertes récentes, notamment en physique. Il y a également des gens comme Mario Beauregard, que ce Canadien neurologue canadien, qui a fait des travaux lui-même aussi également sur les NDE et qui publie actuellement un livre qui s'appelle The Spiritual Brain. Il y a des gens qui ne sont pas encore d'ailleurs sur le site internet comme Evelyne Valarino, qui est une écrivain qui a fait plusieurs livres sur les NDE, dont un avec Kenneth Ring. Et dans le lot écrivain, je cite pas tout le monde parce qu'il y a beaucoup de monde, mais dans le lot écrivain, il y a également Didier Van Kovalaert, Bernard Werber, le réalisateur Yann Kounen, qui pour des raisons de chacun privées s'intéresse l'un à l'expérience chamanique, l'autre aux expériences au seuil de la mort. Donc j'ai voulu réunir énormément de gens qui, au-delà de nous soutenir, même marquent simplement la normalité d'un travail sur ces phénomènes-là. Moi, ce que je voudrais faire à travers l'INRES, c'est installer un grand espace de discussion et d'exploration commune de ces expériences et qu'on arrête ce réflexe un peu stupide qu'ont beaucoup de gens encore malheureusement, de se dire sous prétexte que c'est inexplicable et inexpliqué, ça n'existe pas. C'est une réaction très infantile dont je pense le public et la majorité du public commence à être assez fatigué. Il y a encore quelques tenants de cette attitude de refus systématique dans les médias ou à droite à gauche, mais ils sont sur la fin et l'ouverture que je présente avec l'ensemble de ces gens qui participent aujourd'hui à l'INRES, c'est justement pour montrer qu'un espace existe, qu'on peut travailler sereinement, qu'il n'est pas obligé de se mettre à croire à tout et n'importe quoi, qu'on peut le faire avec des méthodologies rigoureuses. Mais beaucoup de gens, bien avant vous, ont tenté l'expérience et s'y sont cassés les dents. Qu'est-ce qui vous fait envisager l'avenir de manière au moins positive ?
Vous pensez à qui? Non. Il y a pas mal de gens qui ont essayé. Il y a pas mal de scientifiques et qui ont été mis au banc du monde de la science parce que ils ont osé dire dans leurs travaux qu'ils s'intéressaient à tous ces phénomènes dont vous parlez. Je parle même pas des phénomènes d'enlèvement par des extraterrestres, mais les sorties hors du corps, que ce soit les expériences de mort imminente. Vous pensez que l'époque maintenant est en train de changer? Je pense que d'une part, effectivement, l'époque est en train de changer. Je peux le constater quotidiennement autour de moi, à travers les appels que je reçois, les gens que je peux côtoyer en conférence. Il y a une vraie attente, une vraie demande des gens d'avoir un discours intelligent et sérieux et mesuré sur ces questions. Et puis surtout, ça va être la spécificité de l'INRES. On n'a pas vocation à devenir, ufologue ou physicien, à prouver la matérialité de ces phénomènes. C'est pas l'objectif de l'INRES. Il y a des gens qui font des recherches dans ce sens et qui le font pour certains très très bien. On va pas se substituer à leurs travaux. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui, à mon sens, et intuitivement est un espace de travail qui est très très prometteur, c'est celui de l'expérience humaine. Vous savez, vous avez un gendarme qui va être témoin d'un homicide. Le témoignage de ce gendarme va être utilisé de façon parfaitement recevable dans un tribunal et va conduire le meurtrier en prison. Ce même gendarme voyant un ovni ou témoignant d'un autre phénomène inexpliqué va être considéré comme un guignol. Pourquoi le même homme, étant témoin de deux événements différents, dans un cas va-t-il être considéré comme quelqu'un de bonne foi et dans un autre cas comme un petit rigolo? C'est pas logique, c'est pas normal, c'est faire preuve de bêtise de considérer ça. Donc moi, à travers le travail que j'ai pu faire avec John Mack et à travers les travaux que j'ai pu consulter et découvrir tant en Europe qu'aux États-Unis, j'ai constaté qu'il existait des méthodologies pour travailler sur le témoignage, pour travailler sur les expériences subjectives, sans avoir à trancher sur la réalité de ces expériences, mais qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin que simplement devoir accepter ou refuser un témoignage. Quand on parle des sentiments personnels, quand on parle d'amour, on ne nous demande pas de le prouver. Si je vous dis que je suis amoureux de ma femme, vous n'allez pas me dire mais prouvez-le moi. Vous allez éventuellement me poser des questions sur ma vie, sur mon mariage, sur cette femme, etc., etc. On en est dans le même registre, je pense, avec les NDE, et notamment le travail des NDE qui a été fait par des gens comme Kenneth Ring, qui se sont penchés sur l'expérience, sur les incidences de cette expérience, sur la vie des gens, sur la façon dont leur vie a été transformée. Voilà quelque chose d'observable, quelque chose que l'on peut recouper par statistiques, que l'on peut observer sur un très grand nombre de personnes, qui nous permet non pas de tirer des conclusions sur la vie après la mort, mais de tirer des conclusions sur la nature de cette expérience et d'aller un peu plus loin. Donc l'INRES, c'est ça, c'est aller un peu plus loin sans aller dans l'affrontement frontal en disant ces choses existent. On n'a pas. Je pense qu'aujourd'hui la science lourde qui nous a permis de faire énormément d'avancées aussi, il faut le reconnaître, et cette science qui remet en question certaines de nos certitudes. Je pense à la physique quantique qui, à travers des notions comme la non-localité, nous pose des vraies questions philosophiques sur notre rapport au réel. La biologie s'y amène, l'astrophysique également. Donc je pense que la science aujourd'hui, d'une part, est en plein bouleversement, et d'autre part, n'est pas outillée véritablement pour travailler sur ces expériences-là. Donc n'essayons pas de brûler les étapes, travaillons sur les témoignages et la science suivra, les outils se développeront pour poursuivre. Mais disons qu'on ne va pas à l'affrontement. Ce qui m'intéresse, c'est de partager avec le plus grand nombre la nature de ces expériences et leur puissance, pas d'essayer de commencer à prouver des choses qui sont improuvables à mon sens aujourd'hui. De quels moyens disposez-vous pour pouvoir mettre en œuvre ces études, un lieu, des collaborateurs? Comment est-ce que ça va se passer? Alors très concrètement, on est un espace ouvert, c'est-à-dire qu'on appelle à toutes les associations qui existent aujourd'hui, qui travaillent, qui sur les NDE, qui sur les sorties hors du corps, qui sur les abductions ou les expériences extraordinaires en général. On les appelle à nous rejoindre et à plutôt que nous rejoindre d'ailleurs à fédérer un petit peu nos efforts pour qu'on soit plus efficace et on soit plus cohérent. Donc très concrètement, on a un groupe de psychologues. Je reçois quotidiennement des demandes de psychologues ou de professionnels en santé mentale qui proposent leurs services, qui ont entendu parler de ces expériences, qui en sont témoins quotidiennement dans leur pratique, mais qui n'ont pas d'espace professionnel dans lequel explorer, dans lequel travailler autour de ces questions. Donc là, à aujourd'hui, si par exemple quelqu'un m'écrit pour me faire partager une de ces expériences, on peut l'aiguiller immédiatement, si c'est sa demande, vers un groupe de psychologues qui vont prendre en compte son témoignage et y répondre très très rapidement. Et à moyen terme, c'est pour ça qu'on a beaucoup besoin de soutien d'ailleurs, et on a beaucoup besoin d'adhérents. J'invite tout le monde à visiter notre site et à éventuellement nous soutenir en devenant soit adhérent, soit en faisant une donation. On a besoin de ces gens-là parce qu'on va essayer de construire et de mettre sur le papier, un manuel de description clinique de ces expériences extraordinaires. Je vais organiser le travail de plusieurs équipes de psychologues et de psychiatres qui vont plancher
très rapidement sur la description précise de ces expériences. De quoi on parle? De quoi s'agit-il? Comment les psychiatres et les psychologues ont envisagé de travailler sur ces expériences-là, mais de façon ouverte. Je tiens vraiment à préciser ça parce que c'est vrai que la psychiatrie est considérée comme plutôt la prison de l'esprit en général. Moi, je travaille avec les quelques psychiatres qui sont les gens qui sont ouverts, qui sont des gens comme John Mack, qui ont compris que derrière des choses qui en apparence semblaient un peu anormales, il y avait peut-être des gouffres et des univers absolument vertigineux de réalité. Donc avec ces gens-là, on va travailler à classifier ces expériences, à expliquer comment on peut les dissocier ce qui est pathologique de ce qui n'est pas pathologique, par exemple, dans un discours, et mettre sur le noir sur blanc les méthodes d'écoute et de conseils thérapeutiques qu'on peut apporter. Et une fois que ce document existera, il sera envoyé à l'ensemble des professionnels de santé mentale de France, et là, on entrera dans une phase, je dirais, beaucoup plus active, avec un réseau vraiment compétent de gens à travers la France qui pourront collaborer dans ce domaine. Ouais. Vous espérez que ce document voit le jour dans combien de temps? Parce que c'est un travail énorme. C'est un travail énorme, mais les équipes sont là, le matériel existe, les travaux ont été faits. Des gens comme Stanislas Grof, par exemple, travaillent depuis 40 ans sur les états transpersonnels. Enfin, pour ceux qui connaissent ses travaux, c'est quelqu'un de remarquable. Il y a beaucoup d'autres chercheurs comme ça qui ont déjà publié, qui sont prêts. Il faut que je fasse venir ces gens. Il faut que par exemple, je compte faire venir Stan Grof tout début 2008 à Paris pour faire une conférence. Il participera en même temps à nos travaux. Donc tout ça peut aller très très vite. Mais pour ça, j'ai besoin du soutien de chacun. J'ai besoin de pouvoir, payer le billet de Stan Grof, payer le billet d'autres chercheurs américains qui viendront en France pour travailler avec des cellules de psychologues volontaires. On n'a pas besoin d'énormément de moyens, ça peut se faire avec peu, mais il faut quand même que des gens adhèrent et des gens nous soutiennent pendant ces 6-8 mois d'élaboration de ce manuel qui peut aller très vite, tout peut aller très très vite. J'ai l'impression, moi, depuis, en tant que journaliste, depuis m'être plongé sur ces sujets, que beaucoup de gens attendent cette démarche. Et le succès de la soirée de ce soir le confirme. On était absolument plein, il y a eu un enthousiasme terrible autour de cette soirée de lancement. Ça me confirme, s'il en était besoin, qu'il y a une vraie demande et une vraie attente d'un travail sérieux là-dessus. Il y avait dans la salle ce soir des ufologues, des chercheurs de toutes disciplines, et tous ont envie de mettre en commun leurs énergies. Donc c'est vraiment un appel que je lance. Tous ceux qui ont envie qu'on avance un petit peu plus sérieusement sur ces questions-là, rejoignez-nous, visitez le site inres.com, inr2es.com. Et voyez un petit peu ce qu'on fait, les projets qu'on envisage, et puis si ça vous tente, venez nous filer un coup de main, on en a vraiment besoin. Quand vous dites vous aider, il y a adhérer évidemment à l'association, il y a le biais de la donation évidemment pour vous aider, mais est-ce que si on est professionnel, scientifique, dans un domaine particulier qui peut vous intéresser, vous rejoindre pour travailler éventuellement, c'est ouvert cela aussi? Ah, bien évidemment. Il y a d'une part le soutien actif de qui voudra apporter sa bonne volonté et ses moyens, quelles que soient ses compétences. Mais après, plus spécifiquement, effectivement, dans le domaine de la santé mentale, je reçois également beaucoup de courriers de psychologues, d'étudiants en psychologie, de gens qui se proposent. Ça, bienvenue, vous êtes vraiment bienvenus. On va organiser pour tous ceux qui le désirent des centres de formation et des conférences de formation avec des gens qui viendront spécialement pour faire des séminaires de travail. Donc, contactez-nous, on est prêts et au contraire, on a besoin de vous. Donc, venez. Le sentiment que vous nous avez très rapidement exprimé lors de cette soirée, là, vous sortez de la présentation, il y a eu un réel engouement, vous avez senti vraiment un appel d'air? Oui, mais ça, j'en suis convaincu depuis le début. Ça fait des années que ce projet mûrit lentement dans mon esprit. Il est mûri parce que je rencontre énormément de personnes qui soit sont témoins, soit sont des gens qui ont envie de travailler dessus mais qui n'osent pas. Je rencontre énormément de gens qui, dans leur coin, isolément, s'y intéressent, me confient leurs expériences. Et j'ai remarqué que systématiquement, lors d'une conversation, d'une conférence, quand il se crée un espace de confiance qui permet aux gens de se dire « Tiens, si je lui raconte mon histoire, on va pas se moquer de moi », tout d'un coup, je recueille des histoires abracadabrantes. Et c'est ça que j'ai eu envie de faire avec l'INRES. Et ça se confirme, ça s'est confirmé ce soir comme une évidence. L'INRES va être un espace où tout d'un coup on va changer nos rapports à ces expériences, on va plus en rire, on va plus se moquer, on va plus les nier au prétexte idiot que ça ne peut pas exister. L'INRES c'est une entreprise de témoignage plutôt qu'une entreprise de jugement. Et je crois que dans ces domaines-là, il était temps qu'on se mette au boulot. Et voilà, et l'engouement le nombre colossal de personnes présentes ce soir me confirme que je suis pas tout seul à penser ça. Alors, Stéphane Alix, je rappelle que vous êtes le président de cette association INRES, INR2ES.
.com, vous rajoutez ça, inres.com, vous avez le site internet où vous allez pouvoir avoir toutes les informations. Votre utopie, Stéphane Alix, c'est quoi? Parce que là, vous entrez dans une phase extrêmement active. Vous vous mettez volontairement sous les projecteurs. Vous allez, comme on dit dans notre grand sud, transpirer pour cette cause. Votre utopie, ce serait quoi? Là, il y a ce document dont vous espérez qu'il voit le jour bientôt. Mais après, vous aimeriez aller jusqu'où? Après qu'on unisse encore plus nos efforts, que des gens de différentes disciplines scientifiques commencent à y proposer des hypothèses. La science, c'est ça, c'est proposer des hypothèses, c'est essayer d'y répondre, mais surtout les proposer. Et les scientifiques qui commencent la discussion en assumant un certain nombre de certitudes n'ont pas un esprit scientifique, ce sont des croyants dans une chapelle. Donc ce que j'ai envie et ce que j'espère que l'INRES va contribuer à faire, c'est que de plus en plus de scientifiques hors du domaine de la santé mentale, hors du domaine de la psychologie, mais des physiciens, des neurologues comme Mario Beauregard au Canada, nous rejoignent et qu'on envisage des recherches, des pistes de recherche plus spécifiques sur tel ou tel domaine pour aller un peu plus loin, à l'image de ce que fait Mario Beauregard d'ailleurs au Canada, en ayant fait des cartographies cérébrales de gens ayant vécu des expériences de NDE. Voilà, on continue, on explore les pistes, les hypothèses. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans le cerveau à ces moments-là, ou est-ce qu'il se passe quelque chose hors du cerveau? Il y a tellement de pistes de recherche qui demandent des moyens, mais avant de nécessiter des moyens, ça demande un terrain intellectuel d'acceptation. Et l'INRES va créer ce terrain, créer cette normalité. Et ensuite, mon utopie, comme vous dites, ce serait qu'effectivement des recherches tout à fait académiques puissent s'engager sur le travail des guérisseurs, sur la guérison à distance. Il y a déjà des travaux qui ont été faits depuis longtemps aux États-Unis là-dessus, sur les NDE, sur les sortures du corps, sur toutes ces expériences qu'on ne peut pas nier, on ne peut plus les nier. Il n'y a que les gens de très mauvaise foi qui nient que ça se produit. Donc allons-y, stoppons les querelles de chapelle et mettons-nous au travail. Écoutez, j'espère que ce vœu sera entendu parce que les tenants de la science officielle, dite officielle en France, ne l'entendent vraisemblablement pas de cette oreille. Oui, mais ça m'inquiète pas beaucoup, vous savez. Je préfère penser aux gens remarquables qui m'a été donné de croiser depuis 4 ans, tant en France qu'en Europe qu'aux États-Unis. J'ai été estomaqué, moi, en tant que journaliste venant du grand reportage et notamment du reportage de guerre, de découvrir que cet espace recelait tant de bonne volonté, tant de gens d'une compétence remarquable qui se penchent là-dessus. Donc effectivement, je pourrais m'arrêter et avoir peur de la tâche en constatant qu'il y a encore effectivement beaucoup de scientifiques qui pensent exactement l'inverse, mais je préfère voir les énergies positives, je préfère voir les compétences qui sont à disposition, tant chez les jeunes que chez des gens qui ont fait leurs preuves. Voilà, il y a un terreau extraordinaire de chercheurs, de gens ouverts, qui ont des vraies compétences dans ces domaines. Appuyons-nous sur eux, travaillons tous ensemble et je vous assure qu'on va avoir des résultats estomacants. Merci beaucoup en tout cas Stéphane Alix d'avoir bien voulu répondre à nos questions juste après avoir présenté votre association. Je rappelle donc le nom du site internet inres.com, inrees.com, pour pouvoir adhérer à l'association, faire des dons ou apporter sa contribution intellectuelle si vous pensez que cela est tout à fait possible. Des gens risquent de vous contacter également, Stéphane Alix, pour vous apporter des témoignages. Cela est possible aussi. Bien évidemment, et j'invite tous les gens qui ont envie de partager une expérience à le faire, et ils seront lus immédiatement. Je réponds, ou des gens de l'association répondront dans les meilleurs délais à leur courrier. Et on a besoin de vos témoignages, de vos participations, que vous nous disiez que vous existiez. Donc n'hésitez pas, quelles que soient les demandes qui concernent nos activités, à nous contacter. Inres.com, je rappellerai de toute façon le nom de ce site internet à la fin de l'émission. Stéphane Alix, merci et bonne soirée. Merci beaucoup à vous, bonne soirée également. Stéphane Alix, donc, président heureux avec une belle utopie dont j'espère qu'elle arrivera au bout et qu'on comprendra ce qui se passe dans notre corps, dans nos têtes, lorsqu'on vit un phénomène dit extraordinaire ou paranormal. Inres.com si vous voulez en savoir plus. Inres, INREES.com.
com pour en découvrir un petit peu plus sur cette association. D'autres personnes bougent ailleurs que dans la capitale. On va se diriger cette fois-ci à Marseille, retrouver Sonia Barcala. Rappelez-vous, Sonia Barcala qui est intervenue plusieurs fois dans Les Aventuriers de l'étrange et qui vient de mettre sur pied une formation concernant les NDE. Sonia Barcala, bonsoir. Bonsoir. Après l'interview de Stéphane Alix, c'était une interview réalisée hier soir, juste après la sortie de sa présentation de cette nouvelle association, l'INRES, dont vous avez entendu parler, j'imagine, hein, Sonia? Oui, bien sûr, oui. Qu'en pensez-vous de ce genre d'initiative? Je pense que les initiatives comme celle de Stéphane Alix sont à encourager vivement, du moment que des personnes comme Stéphane prennent certaines initiatives comme celle-là, très encourageantes, qui permettent de fédérer d'autres associations et même de faire bouger un peu ce monde scientifique. Oui, je pense que c'est une très très bonne chose. Ouais. Sonia Barcala, je rappelle que vous êtes journaliste, réalisatrice, vous êtes en train de finaliser votre premier documentaire qui aura comme sujet les expériences de mort imminente. Voilà, le contraire eût été étonnant. Et je rappelle également, enfin vous êtes surtout connue pour cela, que vous êtes l'organisatrice de ce congrès international concernant les expériences de mort imminente qui s'est déroulé à Martigues. C'était l'an dernier déjà. Oui. Et l'année prochaine, il y aura un second congrès ? Eh bien, sans donner de date, parce que justement, que ce soit avec Stéphane Alix, on va fédérer beaucoup de choses. On va peut-être essayer de travailler ensemble aussi. Donc, on est en plein remaniement. On essaye de mettre en place beaucoup de choses d'envergure, on va dire. Donc, peut-être on prend peut-être un peu plus de temps et on va pas s'attacher sur ça. On va pas donner de date par prudence en tout cas. D'accord, mais en tout cas, il aura lieu. Il aura lieu, bien sûr. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Oui. Alors, Sonia Barcala, suite à cette actualité concernant l'INRES, j'ai tenu à vous avoir ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange pour parler un petit peu du travail que vous êtes en train de mener, suite justement à ce congrès de Martigues qui a créé une véritable émulation dans le monde soignant et vous avez monté ce que j'appellerais un produit, une formation qui est vraiment très intéressante. Veuillez nous en parler. Bien sûr. Alors, le formateur, ça fait plusieurs années que vous devez peut-être connaître, Xavier Rodier, qui est un infirmier puériculteur, Oui. et qui a fait partie de l'association Jans France. Et qui a vécu une NDE d'ailleurs. Qui a vécu une très belle NDE, voilà. C'est un ancien détective privé qui est devenu infirmier puériculteur, donc il a tout un cheminement qui est vraiment extraordinaire, j'ai envie de dire, qui est pour moi un modèle, de voir comment les gens peuvent changer autant et changer surtout leurs valeurs. Et Xavier est formateur agréé et en discutant avec Xavier, donc on a eu cette idée de mettre en place des formations. Il a proposé une formation très complète où l'objectif est de discerner les différents états modifiés de conscience, bien sûr connus dans un contexte médical et scientifique, c'est-à-dire le coma, les états proches de la mort, les hallucinations, les rêves, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans état modifié de conscience, il y a plusieurs états, ça peut concerner beaucoup de choses. Une OBE n'est pas une NDE, out of body experience, sortir du corps, c'est encore différent d'une NDE où on voit le tunnel de la lumière. Ça peut être différent d'une paralysie du sommeil, ça peut être encore différent d'une réelle hallucination. Donc il est très important pour sensibiliser le personnel soignant, qu'il soit médecin, infirmier, psychiatre, psychologue, etc., de savoir comment on peut accompagner et quelle est l'écoute qu'on peut avoir face à différents états modifiés de conscience. Voilà. Le but, c'est d'accompagner, d'écouter, d'apprendre, de discerner. De savoir appréhender les différentes études et recherches qu'il existe et d'identifier tous ces éléments constitutifs de ces expériences proches de la mort, de ces EMC, etc. Donc, dans le but d'optimiser l'accompagnement pour ces personnes, qui est très important. Et Martigues, a contribué à ça. C'est que non seulement l'information a été diffusée, maintenant, encore aujourd'hui, en 2007, depuis peu, on n'arrête pas encore d'appeler, de se renseigner sur ces formations, parce que les psychiatres ont de plus en plus de cas comme ça, où on ose parler en tout cas.
Vous pensez que, c'est la question que j'ai posée à Stéphane Alix dans le reportage que l'on a entendu il y a quelques instants, pensez-vous, comme lui, que la période est propice maintenant, beaucoup plus favorable à l'étude de ce type de phénomène, comme étant les sorties hors du corps ou les expériences de mort imminente, qu'il y a, je ne sais pas moi, une dizaine d'années? J'adore, oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est le moment. D'ailleurs, c'est le responsable d'unité de soins de recherche sur l'esprit de la Timone. La Timone, qui est le plus grand hôpital de Marseille. Hein. C'est ça, oui. Et surtout, qui a accepté de me faire donner une interview et qui m'a dit, mais voilà, nos collègues médecins, nos chercheurs, les neurologues sont prêts maintenant, ils attendent plus que ça. Maintenant, c'est le moment. Il y a 10 ans, c'était pas le moment, il y a 15 ans, c'était pas le moment. Mais maintenant, c'est le moment, on peut parler, on a envie d'en parler, et maintenant, c'est une nécessité. C'est ça le plus important. C'est maintenant qu'on peut pas faire autrement que d'approcher ces phénomènes avec beaucoup d'humilité et dire, bon voilà, on a appris beaucoup de choses à la fac, dans nos ouvrages scolaires, scientifiques, de médecine, etc. Puis maintenant, voilà, il faut avoir un peu d'humilité et dire, peut-être qu'en passant par là, on va apprendre beaucoup de choses sur notre conscience, etc. Mais est-ce que, puisque vous avez été au plus près de certains membres du personnel soignant ou de certains dirigeants, ils vous ont confié qu'ils avaient eux-mêmes été confrontés à des cas, à des gens ayant vécu une expérience de mort imminente dans leur service, par exemple, ou une sortie hors du corps? Mais c'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Là, ils le disent plus ouvertement face à une caméra, face à la mienne en tout cas. Je vais vous donner une info inédite. Oui. Le gars de la Timone, par exemple, hein, le psychologue clinicien m'a dit, au moment où je lui pose la question, mais est-ce que vous avez recueilli au sein de l'hôpital de la Timone des cas de NDE ou autre, hein? Il me dit, mais non seulement on en a recueilli, mais en plus, on a recueilli beaucoup d'NDE négatives. Ça me fait peur d'ailleurs. En même temps, ça me fait peur, mais en même temps, ça me surprend pas. Voilà. C'est-à-dire, comment définissez-vous une NDE négative? Alors c'est tout le contraire d'une positive, c'est-à-dire au lieu de voir un tunnel avec au bout une lumière, ouais. Vous voyez un peu tout ce qui est connotation avec l'enfer, quoi, hein, ce qu'on appelle les flammes de l'enfer, le néant, l'obscurité, vous ressentez toute la peine du monde. C'est effrayant, voilà, vous vous sentez tous sans confiance, quoi. Mais quand on sait comment dirais-je, le pouvoir qu'a une NDE à changer un individu quand il la vit, quand c'est une NDE positive, j'entends, hein. Oui, mais positive. Est-ce que ça fait les mêmes dégâts dans l'autre sens? Et non, au contraire. C'est ça qui est bien, par contre, c'est que même si elle est négative, et dans le cas, où la personne sait utiliser cette expérience comme une clé, toutes ces expériences entre guillemets spirituelles, c'est une clé qu'on nous donne. Après, à nous de prendre la bonne porte, d'utiliser cette clé pour ouvrir la porte. Les NDE négatives, les gens généralement qui ont vécu cette expérience ont peur d'y retourner, donc ils vont changer leur comportement. Voilà, c'est ça qui est bien. Où il y a des cas aussi où la NDE négative devient positive à la fin. Alors, l'un dans l'autre, c'est positif quand même. Oui. Mais vous savez aussi, il ne faut pas aussi trop idéaliser les NDE. Il y a des NDE qui sont neutres, hein, ça ne change pas la vie systématiquement. Malheureusement, j'ai envie de dire. Ouais. Mais peut-être, c'est de diffuser le message que vous avez peut-être un trésor au fond de vous-même et que vous pouvez l'utiliser à bon escient et pour des bonnes causes, c'est encourageant. Oui. Sonia Barkala, vous avez entendu énormément de témoignages de NDE. Est-ce que, après avoir discuté avec des membres du personnel soignant, est-ce que vous avez pu dégager, je ne sais pas moi, un pourcentage, des chiffres sur le nombre de patients qui ont vécu ce genre de phénomène? J'ai eu pas mal de chiffres, mais je voudrais pas trop je voudrais pas être dépendante des chiffres, parce que ça ne veut rien dire. Vous savez, il y a des gens qui n'en parlent pas. Il y a des gens qui ont peur d'en parler. Il y a même des médecins qui vivent des NDE. On a de tout, hein. On parle dans le cadre d'une réanimation, ça peut aller entre 13 et 25%, quoi. Hein. Ah oui, quand même. Quand même, oui. Mais encore, je vous dis, même pour les NDE négatives, moi, depuis quelques années, j'étais convaincue, et je veux faire peur à personne, hein, qu'il y a plus de NDE négatives que positive maintenant. Et plus ça va, plus j'ai plus que des témoignages comme ça.
Ah bon? Et pourquoi? Je pense honnêtement que c'est par rapport à la société dans laquelle on vit. Je pense que c'est par rapport à tout ce qui est l'apparence, par rapport à l'angoisse, le stress. Je suis en train de voir que toutes les NDE positives qu'on a recueillies, elles remontent maintenant à vraiment très longtemps, quoi. Hein. Mm-hmm. Voilà, est-ce qu'on est plus égoïste, est-ce qu'on est plus individualiste, est-ce qu'on est plus replié sur nous-mêmes? Je sais pas, mais en tout cas c'est mon interprétation, hein, mais. Oui, mais alors ça sous-entendrait ce que vous venez de dire, que la NDE dépend de celui ou celle qui la vit, c'est-à-dire que c'est lui qui se crée entre guillemets son propre film. C'est ça, exactement, oui. C'est ça, on est un peu imprégné de ce qu'on vit au quotidien. C'est pour ça que l'importance du pouvoir de la conscience, elle est très importante. Mm-hmm. C'est ce que j'ai compris en tout cas, c'est que nos pensées, on va s'en rendre compte dans les prochaines études qui vont être publiées, je crois, que on va devoir faire attention à à la manière dont on pense. On crée beaucoup de choses. Vous faites référence à des études qui sont en cours ou des études qui vont être publiées ou ont été publiées? Un peu les deux, on va dire, parce qu'il y a des études qui ont été faites mais qui ne sont pas reconnues. Et puis, par rapport aussi, en tirant des conclusions de nombreuses études prospectives, on va dire. Hein, est-ce qu'on retient et est-ce qu'on tire des leçons des NDE, hein, et de nombreux états modifiés de conscience aussi. Mm-hmm. On est un peu influencé par notre conscience au quotidien. C'est celui qui croit en rien, mais il va voir rien du tout, quoi. Celui qui a peur, la peur attire la peur. Ouais. Voilà. Et puis des fois, on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens aussi qui sont athées, et puis ça c'est contradictoire, mais il y a des gens qui voient de belles choses. Mm-hmm. Sonia Barkala, le site de Stéphane Alix existe, INRES. Je rappelle le titre d'ailleurs, inres.com, c'est le nom du site où vous allez pouvoir découvrir l'association de Stéphane Alix. En ce qui concerne vous, comment peut-on, les gens qui nous écoutent, peuvent vous contacter s'ils ont des choses à raconter, des témoignages à donner, vers qui les orienteriez-vous? C'est, comme je vous le disais en début d'émission, depuis notre interview, c'est qu'on est en train de développer tout ça encore. Hein. On a toujours des idées, des remontées qui ne cessent d'arriver, des rencontres assez exceptionnelles et très intéressantes. Donc on restructure tout encore une fois. Si c'est des témoignages, bien sûr, je renverrai vers Yance. Il y a des personnes qui veulent écouter des témoignages de NDE. Il y a même des médecins qui ont très envie d'écouter ce genre de témoignages. D'une part par l'effet thérapeutique, parce que ça intrigue, parce que ça fait beaucoup de bien d'écouter une NDE, et parce que les gens veulent apprendre, hein, même dans le milieu médical et scientifique. Si c'est des psychologues, des thérapeutes, au contraire, il faut créer un réseau justement de réseau de psychothérapeutes, de psychiatres. Ça va rassurer énormément les expérienceurs pour pouvoir justement se lâcher un peu plus et avoir confiance. Parce que, dites ça à Nicole Dron, par exemple, que vous devez connaître, hein, ou Jean Morzel, il y a 30 ou 40 ans en arrière, si on en disait, allez voir un psychiatre et raconter votre NDE. Il y a 30 ans en arrière, il n'aurait pas cru, quoi. Non, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'en a pas parlé pendant presque 20 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Sonia Barkala, parlez-nous un petit peu de ces formations que vous êtes en train de mettre en place avec Xavier Rodier. Oui. Il y a eu du retour. Vous avez senti que des gens sont intéressés? Ils sont très très intéressés. Alors c'est vrai qu'on a mis en place la communication depuis le mois de mars. Donc il y a eu un petit retard, si vous voulez, entre la diffusion de l'information, le temps qu'elle se diffuse. Oui. Donc ça c'est bon, c'est un peu d'expérience qu'on apprend. Donc j'ai dû reporter toutes les dates. Donc ça, c'est très important de s'y prendre bien à l'avance pour que toutes les dates de session se fassent en temps et en heure. Oui. Donc oui, et honnêtement, je suis la première surprise parce que on a beaucoup d'encouragement. Il y a des médecins, il y a des psychiatres, c'est très hétéroclite. Il y a des psychanalystes. Et puis là, tout récemment, j'ai un médecin qui m'a appelé pour me demander justement où elle pouvait renvoyer son patient pour un accompagnement, etc. quoi.
Mais de la demande, oui, il y en a, ça c'est clair, et dans les 4 coins de France et même à l'étranger. Ouais. Là, ces formations s'adressent essentiellement à des professionnels. Bien sûr, oui. Priorité professionnelle et tous ceux qui sont en contact avec un public et des patients qui pourraient vivre des états modifiés de conscience en général. Ouais. Et est-ce que les hôpitaux se sont montrés intéressés également? Eh bien, depuis la session d'information de la Timone, oui, effectivement, ça fait un peu boule de neige. À l'heure actuelle, avec Xavier Rodi, on prospecte encore d'autres hôpitaux. Et je pense que, doucement mais sûrement, mais oui, ça c'est en train de... Quel type d'accueil vous est réservé lorsque vous exposez l'objet de la formation que vous proposez? Contrairement à tout à fait. À ce qu'on pourrait penser, bien sûr, oui, elle est très très positive. Hein. D'abord, c'est oui, effectivement, on a déjà entendu parler de ces expériences. Et puis, comme je vous dis, depuis Martigues, il y a beaucoup de CHU qui se sont connectés sur le site, qui nous ont écrit, qui veulent faire passer l'info au sein des services, etc. Donc, en majorité, c'est pas tous, hein, mais en majorité, oui, c'est très bien perçu parce que maintenant le sujet est très connu. Sonia, oui. Sonia Barkala, où peut-on vous contacter si un professionnel de la santé veut participer à ces formations? Que doit-il faire? Alors, il a le choix entre m'écrire par email, sur mon site internet, donc d'abord le site s17productionsingulier.com. L'adresse email c'est contact@s17 en chiffres production.com ou par téléphone au 04 42 74 13 16. 04 42 74 13 16. Voilà. Et le site internet s17production.com. C'est ça. Bien. L'hôpital de Bordeaux, Toulouse, Montpellier vont être, ont déjà été contactés. Vous avez des bonnes touches, des formations vont être réalisées à votre avis? Pour le moment, on a pas fait encore tout le sud-ouest. Hein. Oui. On commence déjà par le sud d'où je suis, hein, du côté de Marseille, parce qu'il y a encore pas mal d'hôpitaux. Oui, j'imagine. Faire au plus simple déjà. Mais c'est sûr que c'est des hôpitaux qu'on va prospecter. Et puis il faut savoir qu'on peut faire des formations sur site. Et je vous dis, l'hôpital de la Timone a été ravi de cette session parce que justement ça leur a donné beaucoup d'autres éléments pour pouvoir mieux écouter et mieux comprendre, pour aborder certaines questionnements liés à la conscience ou à des personnalisations, etc. Oui, tout à fait. Qui nous échappent, qui peuvent les échapper, bien sûr, ils ne sont pas infaillibles. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Sonia Barkala de nous avoir accordé ces quelques minutes et puis à très bientôt. Alors rendez-vous pour le prochain congrès à Martigues peut-être. Et puis pas Martigues mais ou ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit Martigues peut-être. Oui. Et puis pour votre documentaire dès qu'il sera prêt à être diffusé, d'accord? Très bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous de même. Au revoir. Au revoir. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Information importante, si vous voulez retrouver cette émission pour la réécouter tranquillement, si vous n'avez pas pu l'écouter en entier, direction le site psiland.org, psiland.org, vous retrouverez tous les podcasts, toutes les émissions des aventuriers de l'étrange. On se retrouvera vendredi et samedi prochain. Merci à Mathieu Viguier qui a signé la réalisation de cette émission, Pierre Massias qui m'aide à la construire. Et rendez-vous sur, évidemment, le mail si vous voulez m'écrire, étrange@sudradio.fr ou encore au téléphone au 0826 300 300 dans la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Rendez-vous vendredi et samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.